ignoré de tous jusqu'à ce qu'une princesse rebelle tombe éperdument amoureuse de lui. Cependant, une fois qu'il est devenu le plus puissant, elle est devenue complètement obsédée par son énorme talent, et se penche pour le remercier chaque nuit. L'histoire raconte la vie d'un jeune homme nommé Zenos, un guérisseur qui réside dans le royaume de Erdset, connu depuis des temps immémoriaux comme la cité des guérisseurs. Cependant, il n'a pas suivi sa formation à l'hôpital royal et ne possède aucune licence pour exercer sa profession. Zenos travaille donc en secret, soignant les gens pour de modestes honoraires afin de gagner sa vie. Il cohabite avec une jeune femme prénommée Lily, qui semble issue d'une famille fortunée et aspire à devenir la future épouse de Zenos, malgré son apparence plutôt misérable et son statut social très bas. Pendant que Zenos était en visite à domicile, Lily préparait le dîner lorsqu'elle découvrit une jeune fille nommée Zofia venue consulter Zenos. Elle lui expliqua qu'il était en déplacement chez l'un de ses patients et qu'elle devrait patienter jusqu'à son retour. Peu de temps après, une autre jeune femme, Linga, arriva, et Lily lui fit savoir qu'il n'était pas présent. En entrant dans la salle d'attente, elle fut surprise de voir Zofia, qui lui conseilla de rentrer chez elle pendant qu'elle l'attendait là. Mais Linga insista pour rester. Quelque temps plus tard, Loi rentra à la maison et Lily lui annonça qu'il n'était pas là et qu'elle devrait rejoindre les autres après avoir réparé la porte qu'elle avait cassée en entrant. Lily continua de cuisiner et leur dit qu'elle dînerait lorsque Zenos serait de retour, puis elle se souvint qu'elle devait retirer le linge de l'étendage, alors elle leur demanda de surveiller la marmite qui bouillait sur le feu. Après son départ, Loi et Linga finirent par s'approcher de la marmite pour goûter la nourriture, et Loi fut surprise par sa saveur exquise, si bien qu'elles ne purent s'arrêter de manger. Pendant ce temps, Lily ramassait les vêtements dehors quand elle eut soudainement envie de faire une pause. Elle s'allongea et leva les yeux vers le ciel, espérant que Zenos reviendrait rapidement. Puis elle fit une petite sieste tout en réfléchissant. D'un autre côté, les jeunes filles sentirent qu'elles étaient en difficulté après avoir mangé la nourriture dans la marmite, et chacune d'elles commença à rejeter la faute sur les autres. Elles décidèrent alors de préparer une nourriture de remplacement pour remplir la marmite, et au moment où elles commençaient, elles furent surprises par le retour de Lily à un moment très opportun. Elles s'assirent devant elle, confuses, et firent semblant d'être innocentes, ce qui irrita Lily malgré son sourire un peu niais. Elle demanda à l'une d'elles de lui raconter ce qui s'était passé pendant qu'elle était dehors. Elles furent contraintes de lui dire la vérité et prétendirent qu'elles n'avaient pas pu maîtriser leur gourmandise. Les trois finirent par se disputer devant elle. Alors elle leur dit que Zenos serait en colère si elles se battaient et qu'elle avait espéré qu'elles mangeraient tout ensemble. Les filles s'excusèrent auprès d'elle et décidèrent de l'aider à préparer un autre dîner, mais elle leur répondit qu'elle n'avait pas suffisamment d'ingrédients. Soudain, une femme nommée Carmilla apparut, ressemblant étrangement à une sorcière maléfique. Linga fut terrifiée en la voyant, et les trois se précipitèrent pour s'excuser auprès d'elle avant qu'elle ne dévore leurs âmes pour avoir mangé la nourriture. Alors Lily leur demanda d'apporter plus d'ingrédients, et les trois se précipitèrent dehors immédiatement. Après leur départ, Carmilla se demanda pourquoi elle ne ressentait aucune colère à ce sujet, alors elle lui expliqua qu'elle n'était pas fâchée à cause de la nourriture, mais qu'elle adorait le moment où tout le monde était réuni autour de la table. Puis elle se demanda si elle parviendrait à terminer de préparer le dîner avant le retour de Zenos. Le soir, Zenos rentrait chez lui lorsqu'il croisa une jeune fille souffrant alors qu'elle marchait le long de la route, puis un homme arrogant apparut et commença à l'insulter violemment pour avoir quitté son travail afin d'aller à l'hôpital. Il s'avéra qu'elle travaillait comme son esclave et il la traîna de force devant Zenos, qui n'intervint pas car il n'était qu'un misérable. Après cela, l'homme emmena son esclave au cimetière, la jeta à terre et commença à la battre, l'accusant de paresse et lui ordonnant de chercher quelque chose de précieux dans le cimetière. Puis il décida de la laisser et de rentrer seul chez lui. Mais soudain, il vit son ombre se tenir derrière lui et dès qu'il se retourna, il fut attaqué après qu'elle lui ait déchiré le corps avec ses griffes. L'homme arrogant tenta de s'enfuir, et c'est alors que Zenos arriva au cimetière. Il s'approcha de lui pour demander de l'aide et lui dit que son esclave avait perdu la tête et avait commencé à l'attaquer sans aucune raison. Zenos demanda ce qu'il faisait dans un tel endroit et l'homme, visiblement troublé, lui répondit qu'ils effectuaient leurs travaux agricoles habituels. Il lui dit alors qu'il était prêt à lui verser une somme d'argent considérable s'il parvenait à le sauver. Pendant qu'il parlait, l'esclave bondit vers lui, alors Zenos l'écarta pour qu'elle ne le frappe pas. Il tenta ensuite de lui demander pourquoi elle était si en colère, mais elle lui lança plusieurs pierres, qu'il esquiva sans difficulté. Le monsieur estima qu'il avait suffisamment de compétences pour se débarrasser d'elle. Mais lorsqu'il demanda à Zenos de le faire, Zenos refusa et lui expliqua que l'effusion de sang n'était pas son métier et qu'il s'efforçait de sauver des vies humaines autant que possible en tant que guérisseur. Alors l'esclave lui lança un gros rocher, et il utilisa son pouvoir pour le détruire avant qu'il ne l'atteigne. Le maître arrogant fut surpris par sa force. Comme les guérisseurs ne sont normalement pas doués au combat, Zenos remarqua que l'esclave était plus rapide que la normale et continua d'esquiver et de contrer ses attaques jusqu'à ce qu'il soit contraint de la repousser. Finalement, son maître arrogant tomba à terre après qu'un haut mur se soit effondré directement sur lui. Après cela, Zenos se dirigea vers l'esclave pour l'aider à se relever après qu'elle ait subi de graves blessures. Lorsqu'il lui tendit la main, elle le mordit, alors il utilisa son autre main pour la soigner après avoir réalisé qu'un esprit l'avait possédée en raison de sa présence dans les tombes. Elle perdit rapidement connaissance après qu'il eut utilisé sa magie de guérison. Pendant ce temps, son maître fut choqué en voyant la capacité de Zenos à soigner les blessures en un laps de temps très court, et quand il lui demanda de le sauver, Zenos le regarda avec mépris et lui dit que ses heures de travail étaient terminées, et qu'il devrait être le payer davantage s'il insistait pour recevoir un traitement immédiatement
au lieu d'attendre le lendemain, l'homme lui donna l'argent immédiatement. Mais Zénos lui dit que ce n'était pas suffisant, même s'il lui avait donné plus que le coût de n'importe quel autre guérisseur. Et il lui expliqua qu'il était un guérisseur sans licence, travaillant en secret, un travail similaire à celui de pilleur de tombes, car les deux professions étaient illégales. Alors Zénos décida de prendre son esclave pour couvrir la différence de prix. Et l'homme n'y vit aucun inconvénient. Dès qu'il l'eut soigné, Zénos obtint un document de propriété, et l'homme partit discrètement tandis que Zénos s'assit, attendant que l'esclave reprenne connaissance. Après un certain temps, l'esclave se réveilla et fut surprise de voir Zénos à ses côtés. Il lui expliqua qu'il était son nouveau maître après l'avoir acheté à son précédent propriétaire. Quand il lui demanda son nom, elle lui répondit qu'elle s'appelait Til. Elle fut choquée lorsqu'il lui demanda d'enlever ses vêtements et lui dit qu'il voulait vérifier sa blessure. Quand il se déshabilla, Zénos découvrit qu'elle souffrait d'un calcul biliaire, ce qui lui causait de fortes douleurs abdominales. En plus d'un jaunissement de sa peau, il décida de la soigner et réussit à retirer la pierre de son corps sans aucune difficulté. Tandis que Til était surprise qu'il ait fait cela sans utiliser de magie, il lui expliqua que n'importe quel guérisseur pouvait le faire, elle lui exprima sa gratitude pour l'avoir sauvée. Mais il lui répondit que les remerciements ne lui suffisaient pas et qu'il voulait qu'elle lui donne quelque chose d'une valeur équivalente. Que voulez-vous dire par là? Il lui montra ensuite une image d'un objet et lui demanda de le trouver pour lui. Til commença immédiatement à chercher, et il s'avéra qu'il recherchait un type d'herbe bien spécifique après qu'elle l'ait trouvé. Til se demanda si c'était vraiment tout ce qu'il voulait, et il lui dit qu'elle avait fait son travail et qu'elle ne lui devait plus rien, car il n'aurait pas été capable de trouver ces herbes par lui-même. Il déchira ensuite son contrat pour la libérer et lui dit qu'elle pouvait aller où elle voulait. Til n'arrivait pas à croire qu'elle était libre et réalisa qu'elle n'avait nulle part où aller, alors elle décida de passer sa vie à découvrir l'endroit et lui dit qu'elle reviendrait pour lui raconter. Après cela, Zénos rentra chez lui et Lily le salua pour lui dire que le dîner n'était pas encore terminé. Mais il fut surpris de voir que les autres étaient toujours chez lui tard dans la nuit et avaient apporté de nombreux ingrédients. Puis il entra dans sa chambre et Carmilla réalisa, d'après ses expressions faciales, que quelque chose d'excitant lui était arrivé dehors et qu'elle sentait la présence d'une nouvelle jeune femme qui allait entrer dans sa vie. Zénos se souvint du moment où le chef de son ancienne équipe, Aston, l'avait renvoyé pour être un guérisseur inutile et pour avoir utilisé une magie suspecte afin de soigner les blessés, ce qui risquait de ternir la réputation de l'équipe devant les nobles et les rois. Il lui donna une pièce d'or en guise de récompense, une somme que quelqu'un d'aussi humble que lui n'aurait jamais osé espérer obtenir. Zénos fut choqué à ce moment-là car il pensait qu'ils étaient tous comme une famille et des amis, et que l'équipe était devenue plus forte grâce à ses efforts, mais Aston se moqua de lui et lui dit de ne pas s'attribuer le mérite, le traitant de fou d'avoir cru qu'ils étaient amis parce qu'il avait accepté de rejoindre l'équipe. Il lui expliqua qu'il n'hésitait pas à utiliser les pauvres comme des pions et à s'en débarrasser après avoir obtenu ce qu'il désirait. Avant de partir, Aston lui ordonna de garder le silence et de ne dire à personne qu'il avait été membre de l'équipe. Zénos s'en alla discrètement après avoir compris qu'il lui avait donné la pièce d'or pour le faire taire. Sur son chemin, il croisa Lily, qui était attaquée par l'un des voleurs. Lily tenta de s'échapper, mais l'un d'eux lui tira une flèche dans la jambe. Alors qu'elle luttait pour résister et ne pas les laisser l'attraper, le voleur la poignarda pour l'empêcher de bouger, et son chef le réprimanda. Zénos remarqua l'agitation à proximité et alla y jeter un œil. Il fut choqué de découvrir que les voleurs avaient poignardé une enfant. Ils lui dirent de ne pas intervenir car elle était leur propriété. Alors Zénos décida de l'acheter en échange de la pièce d'or. Les voleurs acceptèrent l'accord et partirent discrètement. Pensant qu'elle finirait par mourir, Zénos s'approcha de Lily et soigna facilement sa blessure. Elle fut surprise d'être encore en vie et de ne plus ressentir aucune douleur. Zénos lui dit qu'il avait fait son travail de guérisseur, et Lily se mit à pleurer, et lui exprima sa gratitude. Puis elle se sentit coupable qu'il se soit donné la peine de payer de l'argent pour elle. Alors il lui dit que cela ne le dérangeait pas, tout en pensant en lui-même qu'il n'avait de toute façon aucune intention de conserver la compensation d'Aston. Lily voulut en savoir plus sur lui, alors il lui dit son nom et qu'il était un guérisseur sans licence qui travaillait en secret et avait appris toutes ses compétences de guérison par lui-même. Quand il lui demanda où elle vivait, elle lui répondit qu'elle n'avait pas de foyer, alors il décida de l'emmener avec lui pour lui acheter des vêtements et manger. Après cela, Lily s'assit et savoura son repas pendant que Zénos réfléchissait à la manière de gérer la situation. Comme il était fauché et ne pouvait pas se permettre de payer le dîner, il commença alors à penser à l'endroit où emmener Lily et décida que l'orphelinat n'était pas la meilleure option. Quand Lily l'interrogea sur son travail, il lui expliqua qu'il venait d'être renvoyé de l'équipe d'aventuriers dont il faisait partie, mais qu'il était maintenant sans abri et devait chercher un nouvel emploi. Pendant qu'il parlait, quelqu'un entra avec une grave blessure, et Zénos remarqua, d'après la nature de la blessure, qu'il avait été touché par une arme magique. Il utilisa ses compétences pour soigner la blessure en un clin d'œil à l'étonnement de l'homme blessé, qui n'avait jamais entendu parler d'un guérisseur aussi habile auparavant. Il lui donna ensuite de l'argent en échange de son traitement et partit après l'avoir remercié de l'avoir sauvé au bon moment. À ce moment-là, Zénos réalisa qu'il était en droit de recevoir un paiement pour ses services aux blessés et décida d'ouvrir sa propre clinique. Il se sentit reconnaissant envers Lily de lui avoir inspiré cette idée lorsqu'elle le remercia de l'avoir sauvé et lui dit que personne ne l'avait jamais remercié auparavant. Puis il pensa que le problème était qu'il ne pourrait pas obtenir de licence car il appartenait au quartier pauvre et était contraint de travailler en secret afin que les autorités ne le découvrent pas. Lily fut enthousiasmée par l'idée et lui dit qu'elle voulait l'aider à gérer la clinique.
Il se sentit confus à l'idée qu'il devrait exploiter une jeune fille dans un travail illégal, mais elle lui répondit qu'il était son maître puisqu'il l'avait acheté, et que c'était son devoir de le suivre partout où il irait. Alors il lui dit qu'il la prendrait avec lui jusqu'à ce qu'il trouve un endroit sûr où elle pourrait vivre. Zenos décida alors d'établir sa clinique dans une zone déserte, loin des regards indiscrets. En cherchant, il trouva un vieux manoir qui semblait être en bon état par rapport aux autres bâtiments, alors il pensa qu'il irait y jeter un coup d'œil. Lily s'accrocha à lui et lui dit qu'elle avait peur qu'il trouve des monstres à l'intérieur. Mais Zenos s'en moquait et décida d'entrer dans le manoir. Elle le suivit et utilisa sa capacité à créer une boule de lumière pour les aider à voir. Quand Zenos inspecta le manoir minutieusement, il constata qu'il était en bon état. Pendant qu'ils déambulaient dans la maison, ils furent surpris par l'apparition du fantôme Carmilla, qui surgit de nulle part devant eux. Zenos réalisa que l'endroit était bel et bien hanté, mais il ne recula pas devant l'idée d'y rester, car c'était le meilleur endroit de la région. Quand Carmilla commença à voler leurs âmes, il utilisa sa compétence pour la soigner. Lily fut surprise qu'il ait pu la vaincre, alors il lui dit qu'il avait vaincu des centaines de créatures comme elle par le passé. Quant à Stone l'envoyait délibérément dans des labyrinthes abandonnés. Il dit ensuite à Carmilla de leur permettre de rester dans le manoir et lui promit qu'il ne lui causerait aucun problème. Elle se sentit en colère et continua de l'attaquer à nouveau, mais en vain. Elle invoqua ses partisans pour les détruire, et Zenos réalisa qu'il devait utiliser la force. Carmilla fut choquée lorsqu'il extermina ses partisans après avoir utilisé un niveau de magie de guérison supérieur. Quand elle l'interrogea sur son identité, il lui répondit qu'il n'était qu'un guérisseur travaillant en secret et qu'il avait besoin d'une salle de traitement et d'une chambre. Elle leur permit d'utiliser le rez-de-chaussée et leur dit que le premier étage était le sien, et le sien seulement. Le lendemain, Lily s'ennuyait pendant que Zenos nettoyait et rangeait l'endroit pour qu'il ressemble à une véritable clinique. Elle suggéra qu'ils commencent à faire de la publicité pour leur clinique, mais Zenos pensa que cela pourrait les exposer aux autorités royales. En même temps, Lily estimait qu'il n'aurait aucun client tant qu'il ne ferait pas la promotion de l'ouverture de la clinique, mais bientôt, le premier client de la clinique entra, et Lily le reconnut comme la personne qu'ils avaient rencontrée au restaurant. Zenos lui dit qu'il l'avait attendu, car les personnes souffrant de brûlures par balle magique n'étaient pas le genre de personnes à se rendre à l'hôpital royal. L'homme lui dit qu'il s'appelait Zonde et lui demanda d'examiner sa sœur Zofia, qui avait été blessée au bras par un tir. Dès qu'il la regarda, Zenos vit qu'elle avait été touchée par une balle magique contenant un poison spécial qui avait provoqué la décomposition des tissus de son bras. Zofia fut étonnée qu'il puisse l'examiner avec seulement ses yeux. Alors il lui expliqua qu'il avait été utilisé comme cobaye par le passé pour produire ce type de balle. Zofia fut attristée quand il lui dit qu'il devait lui amputer le bras avant que le poison ne se propage dans tout son corps. Ils furent choqués lorsque Zenos leur annonça que l'opération coûterait 1 million de yens. Zofia fut impressionnée par son audace à demander une somme aussi importante à une figure aussi éminente qu'elle. C'est alors que Zenos réalisa qu'elle était l'une des 3 chefs de bidonville qui volaient les marchands corrompus et donnaient l'argent aux pauvres. Elle lui demanda ensuite de lui donner une raison convaincante pour facturer une somme aussi élevée pour simplement amputer un bras. Il lui répondit qu'il n'allait pas seulement amputer le bras, mais qu'il devrait également en créer un nouveau, ce qui représentait un travail épuisant pour lui. Il se tint ensuite devant elle et lui dit qu'il avait décidé de ne plus travailler gratuitement et qu'il ne se soucierait pas du statut social de ses clients. Zofia fut stupéfaite à l'idée qu'il puisse faire pousser un nouveau bras, car aucun autre guérisseur ne pouvait faire cela. Mais avec le temps, Zenos réussit à faire pousser un nouveau bras pour elle, et il se sentit rapidement épuisé d'avoir consommé une grande quantité de magie, à l'étonnement de Zofia. Puis Zonde fut surpris de voir Carmilla apparaître au-dessus du mur, alors il leur dit qu'elle était sa colocataire, et que bien qu'elle semblât assoiffée de sang, elle était en réalité très gentille. Cela impressionna Zofia qui décida de lui envoyer ses partisans pour qu'il les soigne et n'hésita pas à lui donner l'argent qu'il demandait. Les jours passèrent, Lily était heureuse que la clinique soit devenue très connue et que de nombreux clients leur rendaient visite grâce à Zofia. Elle se demanda ensuite pourquoi les hommes lézards étaient blessés à plusieurs reprises. Et il répondit qu'il y avait 3 types d'humanoïdes en conflit constant, et qu'il y avait toujours une dispute entre eux. Pendant qu'il parlait, un groupe de loups-garous accompagné de leur chef Linga fit irruption dans la clinique. Linga exprima son agacement face aux hommes lézards qui lui causaient constamment des problèmes, car c'était lui qui les soignait. Après avoir réalisé qu'il était un guérisseur habile, elle décida de se débarrasser de lui afin que les hommes lézards n'aient personne pour les soigner. Il lui dit qu'il n'était qu'un guérisseur travaillant en secret et qu'il n'avait ni certificat ni licence, mais elle ne l'écouta pas. Dès qu'elle prit sa hache et se précipita vers lui, elle fut choquée lorsqu'il utilisa une barrière protectrice pour l'arrêter. Il demanda ensuite à Lily de se cacher dans la chambre. Elle ordonna à ses partisans de l'attaquer, mais aucun d'eux ne put lui faire de mal, ce qui la mit encore plus en colère, et elle leur ordonna de détruire le palais. Dès qu'ils commencèrent à détruire le mobilier, Carmilla apparut de nulle part et était sur le point de les anéantir tous. Mais Zenos l'arrêta et lui dit qu'ils avaient détruit sa partie du palais, le rez-de-chaussée, et malgré cela, il ne voulait pas les détruire. Elle décida de retourner à son étage discrètement lorsqu'elle réalisa qu'il avait raison. Tandis que Linga était choquée par l'idée qu'il coexistait en harmonie avec un fantôme, elle n'eut d'autre choix que de s'excuser auprès de lui et de le supplier d'épargner sa vie. Elle lui expliqua que les loups-garous craignent naturellement les êtres supérieurs à eux-mêmes, tels que les fantômes et les vampires, et ce qui la terrifiait, c'était qu'il en contrôlait un. Il lui dit qu'il ne contrôlait pas Carmilla,
mais elle ne l'écouta pas et ordonna à ses partisans de s'incliner devant lui. Un mois plus tard, l'un des partisans de Loi vint le voir et lui dit qu'elle voulait lui parler. Zénos finit par rencontrer les chefs des 3 bidonvilles et il devient ses clients après que sa réputation se soit répandue parmi eux grâce à son habileté. Zénos était curieux de demander aux partisans si son chef était le genre de personne qui pouvait lui parler, alors il lui répondit qu'elle possédait à la fois sagesse et charisme. Quand Zénos pensa qu'elle n'était pas venue le voir elle-même, il lui expliqua qu'il ne ferait pas venir la chef dans un endroit fréquenté par les hommes lézards et les loups-garous, et qu'elle souffrait d'une douleur si intense qu'elle était incapable de bouger. Zénos décida de l'accompagner chez elle pour l'examiner lui-même. Quand il arriva chez Loi, il la trouva assise sur son trône, l'attendant. Elle lui dit qu'elle l'avait cherché elle-même après avoir beaucoup entendu parler de lui par d'autres races. Il se sentit en colère que des nouvelles à son sujet se répandent parmi les quartiers pauvres. Elle lui demanda ensuite s'il pouvait découvrir pourquoi elle était incapable de bouger de son emplacement, et il réalisa qu'elle avait l'intention de le tester. Il s'approcha d'elle et utilisa son pouvoir pour examiner son corps de l'intérieur après n'avoir trouvé aucune blessure externe. Loi fut surprise par sa capacité à le faire, contrairement aux autres guérisseurs. Puis Zénos découvrit une grosseur au milieu de son estomac. Elle lui dit que c'était une pierre magique équipée de mana et d'un sort d'explosion, et qu'elle l'avait mangée en pensant que c'était une boule de riz. Il se sentit en colère qu'elle l'ait convoquée pour une affaire aussi triviale, et lui dit qu'elle n'avait pas besoin de son aide et qu'elle s'en débarrasserait avec le temps, avant qu'elle ne lui dise qu'elle en avait mâché une partie, ce qui la rendait explosive, et qu'elle voulait absolument s'en débarrasser avant de mourir à tout moment. Elle avait peur de bouger, alors elle lui demanda ce qu'elle pouvait bien attendre de lui. Elle lui dit ensuite qu'elle voulait lui faire don de toute sa fortune. Elle ajouta que si elle mourait, ce serait la fin de vie pour son espèce, les orques des bidonvilles, alors elle préférait donner sa richesse à quelqu'un qui saurait vraiment l'utiliser. Elle lui donna ensuite une clé précieuse, et il décida de l'aider. Il utilisa son scalpel magique pour lui ouvrir l'estomac et retirer la pierre. Louis fut stupéfait qu'il ait réussi à la retirer si facilement, et quand Zénos la regarda, elle explosa, mais il était indemne, ce qui impressionna tout le monde. Puis il lui rendit sa clé et commença à partir, lui disant qu'il ne demandait pas plus que ce qu'il méritait pour ses efforts. Elle admit qu'elle aimait sa personnalité et lui dit de venir la voir s'il avait besoin de la moindre aide. Quelques jours plus tard, Zénos remarqua que Lily était rancunière, et quand il lui demanda pourquoi, elle lui dit qu'elle était contrariée que les 3 chefs des bidonvilles continuent de leur rendre visite même s'ils n'étaient pas malades. Zénos pensa qu'il s'ennuyait peu, mais il fut surpris quand Carmilla apparut derrière lui pour lui dire que la raison était probablement qu'ils étaient tombés amoureux de lui. Il ne se souciait guère de ce qu'elle disait, et lui dit qu'il n'était qu'un simple guérisseur sans licence, sans rien de vraiment spécial à son sujet. Elle dit qu'elle avait découvert cela après avoir observé la façon dont il le regardait. Elle dit sarcastiquement que ce n'était qu'une question de temps avant que les 3 factions ne commencent une guerre pour lui, tandis que Lily se sentait frustrée parce qu'elle n'était qu'une enfant et pas aussi attirante qu'eux, et qu'elle ne pouvait rien y faire. À midi, Zénos fut surpris par leur arrivée et ils lui dirent que chacun d'eux avait l'intention de faire la guerre aux autres factions et l'invitèrent à rejoindre la leur. Zénos se sentit piégé car il était indirectement impliqué dans cette affaire, tandis que Carmilla continuait de le presser, disant que la ville subirait de lourdes pertes en vies humaines à cause de lui. Quand le moment de la bataille arriva, les 3 factions se rassemblèrent et les 3 chefs se préparèrent à se déchirer mutuellement, mais ils furent bientôt surpris par la présence de Zénos et Lily, qui leur dit qu'ils n'étaient pas venus pour arrêter le combat, connaissant parfaitement les rancunes qu'ils nourrissaient les uns envers les autres, et leur demanda de se battre jusqu'à ce qu'ils satisfassent leurs désirs refoulés. Ils furent satisfaits de son approbation et décidèrent de se battre à mort. Le vainqueur serait celui qui quitterait l'arène vivant. Zofia attaqua Linga, mais elle réussit à l'esquiver à temps. Puis Loui intervint pour la surprendre par derrière, mais elle était consciente de ses mouvements. Les 3 continuèrent à se battre jusqu'à ce qu'une guerre majeure éclate entre leurs partisans des 3 factions. La bataille continua jusqu'au coucher du soleil, quand ils furent tous surpris de constater qu'ils étaient toujours debout et qu'aucun d'eux n'était tombé. Même les chefs réalisèrent la même chose. Zénos leur dit qu'il n'était pas venu pour arrêter les combats, mais cela ne signifiait pas qu'il interviendrait pour les soigner tous car ils étaient ses patients. Les 3 réalisèrent à quel point ils avaient été stupides, car il avait travaillé en secret tout ce temps, tandis que Linga était stupéfaite qu'il y ait un guérisseur capable de soigner tant de personnes en même temps. Alors tout le monde réalisa que les combats ne finiraient jamais ainsi, et qu'ils continueraient à se battre. Zénos leur dit qu'il continuerait à les soigner tant qu'ils se battraient et qu'il recevrait une lourde somme, proportionnelle à l'effort qu'il mettrait à les soigner. Les 3 chefs sentirent que c'était juste une blague et décidèrent d'arrêter de se battre. Après cela, Lily était curieuse de savoir pourquoi il se donnait tant de mal, alors il lui dit que son professeur lui avait dit un jour qu'un guérisseur de 3e classe est celui qui guérit les blessures, un guérisseur de 2e classe est celui qui guérit la personne entière, tandis qu'un guérisseur de 1re classe est celui qui peut réparer le monde et en faire un meilleur endroit. Il ajouta qu'il se considérait toujours comme un guérisseur de 3e classe. Mais il voulait améliorer les conditions dans les quartiers pauvres d'une manière ou d'une autre, et il ne voulait pas perdre ses clients à cause de disputes de factions. Lily réalisa qu'il voulait que tout le monde s'entende afin qu'il y ait moins de blessures et moins de patients. Alors elle lui prit la main et lui dit qu'elle l'aimait. Puis elle fut surprise qu'il allait vraiment leur prendre de l'argent avant de partir.
Il lui dit que soigner tant de personnes à la fois demandait beaucoup d'efforts et qu'il ne le ferait pas gratuitement, même s'il était sûr que Carmilla serait en colère car il n'y avait eu aucune perte de vie. Après plusieurs jours, la nouvelle se répandit que le conflit entre les trois factions des bidonvilles s'était apaisé jusqu'à atteindre les chevaliers royaux. Le commandant convoqua l'adjointe Krishna et la chargea d'enquêter sur l'affaire, car le calme dans les bidonvilles était préjudiciable à la hiérarchie du royaume. Ils pensèrent alors que lorsque les conflits parmi les pauvres s'apaiseraient, ils s'uniraient et représenteraient une menace pour la classe moyenne et les aristocrates. Le commandant lui dit qu'une tierce partie était intervenue pour résoudre le conflit entre les factions. Krishna ne pouvait pas comprendre l'idée que quelqu'un soit capable de contrôler les trois chefs, mais elle jura de prendre en charge l'affaire et d'arrêter la personne qui avait causé la stabilisation de la situation dans les bidonvilles. D'autre part, Zenos souffrait de symptômes de rhume et se retrouva entouré des trois chefs qui voulaient prendre soin de lui de manière excessive. Quand Lily réalisa qu'elle n'avait aucune chance contre eux, elle décida d'aller faire du thé. Il leur dit de ne pas réagir de manière excessive, que ce n'était qu'un éternuement, et leur demanda de se taire afin qu'ils puissent soigner Zonde. Puis Zofia lui dit qu'elle avait été blessée hier après s'être affrontée à l'un des chevaliers royaux. Zenos remarqua qu'ils avaient subi des blessures similaires par le passé et lui dit qu'elle avait subi sa première blessure lorsqu'elle avait essayé de s'introduire dans le palais d'un noble, tandis que Zan lui dit que son bras avait été arraché par une balle d'une femme folle surnommée Fleur de Fer, qui était l'adjointe des chevaliers royaux. Carmilla le prévint sarcastiquement de ne pas essayer d'attirer son attention comme il l'avait fait avec les autres, de peur que la situation ne devienne dangereuse. Il pensa que c'était impossible, car il n'y avait aucune raison pour les chevaliers royaux de se soucier d'un guérisseur secret inutile comme lui. Après cela, Lily prépara le déjeuner pour eux tous, et ils s'assirent pour manger ensemble, tandis que Carmilla décida de monter dans sa chambre à l'étage et dit à Zenos qu'il était probablement la seule personne dans toute la capitale royale capable d'unir les chefs des bidonvilles. Zenos espérait que cela n'entraînerait pas l'arrivée de visiteurs ennuyeux à sa clinique un jour. Le soir, Krishna arriva incognito dans les bidonvilles et fut surprise de voir tout le monde s'entendre. Elle alla demander à l'un d'eux ce qui se passait, mais il refusa de lui parler car il ne l'avait jamais vu auparavant, et la personne responsable de la stabilisation de la situation ne voulait pas trop se faire remarquer. Elle sortit son arme et le força à parler, mais il insista sur ses mots et refusa de lui dire l'identité de Zenos car tout le monde lui devait beaucoup. Quand il vit Zofia et Zan à proximité, il les appela bruyamment, forçant Krishna à fuir rapidement, puis elle se souvint des frères dès qu'elle les vit et qu'ils étaient censés souffrir de blessures incurables. Alors qu'elle s'enfuyait, elle s'arrêta soudainement après avoir réalisé qu'elle s'était perdue. Pendant ce temps, Zenos souffrait de tremblements et il trouva ensuite Krishna entrant dans sa clinique pour lui demander de la guider vers les bidonvilles. Lily les rejoignit et quand elle lui demanda si elle était une nouvelle patiente, Krishna réalisa qu'il était la personne qu'elle cherchait. Elle pointa son arme sur lui et lui dit qu'elle lui devait une dette de gratitude, même si ce n'était qu'une coïncidence, puis elle tira une balle de gaz directement sur lui, choquant Lily. Il s'avéra que Krishna enquêtait sur les récentes disparitions d'enfants et pensait que Zenos avait kidnappé Lily et la forçait à vivre avec lui et à l'exploiter. Elle exprima son admiration pour son idée d'établir un quartier général dans un quartier abandonné afin que personne ne le découvre. Lily lui dit qu'il ne l'avait pas kidnappé mais l'avait sauvé et qu'elle avait été trop rapide à le juger. Krishna réalisa qu'elle avait fait une erreur en tirant une balle destinée à capturer des suspects sans résistance et qu'il pourrait être dans le coma pendant des heures, mais elle fut bientôt surprise quand il lui parla pour lui dire qu'elle manquait de précision en visant ses armes. Surprise, motherfucker. Krishna s'excusa d'avoir jugé trop vite, mais il n'était pas contrarié et lui dit qu'il avait utilisé un peu de sa magie défensive pour la contrer. Elle ne pouvait pas comprendre cela, car ses balles étaient trop puissantes pour être contrées par une magie défensive ordinaire. Elle s'approcha de lui et constata qu'il était effectivement indemne, et elle réalisa que beaucoup de choses incroyables s'étaient produites ce jour-là. Elle se demanda s'il était un célèbre sorcier qui s'était consacré à la maîtrise de la magie défensive. Quand il le nia, elle le prévint que personne ne pouvait tromper sa perspicacité aiguisée envers les autres. Quand elle lui dit son nom et ce qu'elle faisait, il réalisa qu'elle n'appartenait pas au bidonville. Puis elle le surprit en lui offrant de partager ses enquêtes avec lui. Zenos n'eut d'autre choix que de placer un panneau d'avertissement au-dessus de la clinique, afin que les chefs n'approchent pas l'endroit pour le moment. Puis il s'assit pour parler à Krishna, qui lui dit qu'elle avait été chargée d'une mission secrète pour arrêter quelqu'un. Il fut surpris qu'elle lui dise quelque chose d'aussi secret si facilement. Mais elle voulait le convaincre de coopérer avec elle, même si cela signifiait partager quelques détails avec lui. Quand il lui dit qu'il n'avait aucune intention de coopérer avec elle lui dit que c'était le devoir de chaque citoyen vivant dans le royaume. Il voulait connaître l'identité de la personne qu'elle cherchait. Et fut choqué d'apprendre qu'elle le cherchait en fait, lui, la personne qui avait mis fin au conflit entre les trois factions des bidonvilles. Il se sentit en colère quand il vit Carmilla debout derrière elle, essayant d'étouffer son rire. Krishna ajouta qu'elle n'avait pas réussi à obtenir d'informations sur cette personne auprès des sous-humains, ce qui lui fit réaliser qu'il était habile à contrôler son entourage et pourrait être un serviteur des démons. Elle lui dit que cette personne pourrait ne pas vouloir attirer l'attention sur elle-même et suggéra qu'elle le laisse tranquille.
Krishna soupçonna qu'il connaissait peu être le médiateur, ce qui le troubla, et il lui dit qu'il ne faisait que suivre son intuition. Elle lui dit que cette personne pourrait représenter une menace pour tout le royaume avec le temps et devait être dissuadée. Lily lui dit qu'il était quelqu'un qui n'aimait pas voir les gens souffrir. Malgré son obsession pour l'argent, quand Krishna lui demanda si elle connaissait le courtier, elle se reprit rapidement et le nia. Puis Zénos lui dit qu'il lui montrerait le chemin du retour vers les vivants, mais elle sentit qu'il voulait qu'elle parte pour une raison quelconque. Elle décida de partir tranquillement, et alors qu'elle partait, ses yeux tombèrent sur son lit. Il lui dit que c'était un lit supplémentaire dont il voulait se débarrasser, et il finit par le lui donner après qu'elle lui ait demandé de la laisser l'utiliser et de rester là pour être proche des quartiers pauvres. Elle le paierait pour son séjour. Après cela, Lily lui servit du thé, se sentant rancunière, puis s'approcha de Zénos et lui demanda de lui caresser la tête comme d'habitude. « Qu'entendez-vous par là ?» Il fut surpris par son comportement. Mais Carmilla lui dit qu'elle était jalouse de Krishna et voulait la surpasser d'une manière ou d'une autre. Zénos finit par recevoir une attention excessive de Lily, tandis que Krishna ne s'en souciait pas, ce qui la rendait rancunière. Cependant, avec le temps, elle s'endormit, et il dut la porter jusqu'à son lit. Quand il revint vers Krishna, elle l'interrogea sur Lily et voulut savoir qui étaient les marchands d'esclaves qu'il avait capturés, mais il n'avait aucune idée de qui ils étaient. Elle réalisa que les quartiers pauvres étaient devenus un foyer de trafic d'enfants. Quand elle l'interrogea à nouveau sur son identité, il nia qu'il n'était qu'un magicien professionnel qui avait maîtrisé l'art de la magie défensive. Elle lui dit qu'il était impossible pour des guérisseurs ordinaires d'effectuer des greffes de bras et qu'il devait être un saint ou quelqu'un de l'élite. Quand elle lui raconta ce qui s'était passé entre elle et Zofia, il réalisa qu'elle était celle qui avait causé sa blessure, et il voulut savoir pourquoi elle se sentait si menacée par les bidonvilles. Elle répondit que quelqu'un avait causé la mort de sa mère. Krishna commença à lui raconter que sa mère était une femme gentille qui visitait les bidonvilles tous les jours pour nourrir les affamés. Et un jour, elle leur revint sous forme de cadavre. Et il s'avéra que quelqu'un l'avait tuée pour obtenir sa bague de mariage. Depuis lors, Krishna a ressenti de la colère face à la fin tragique de sa mère. Malgré avoir sauvé beaucoup d'entre eux, et a décidé de devenir une héroïne invincible capable de rendre justice aux criminels des bidonvilles, afin que personne d'autre ne subisse le même sort, depuis ce jour, elle n'a pas pu sourire, ce qui a conduit les gens à la surnommer la fleur de fer. Le lendemain, Krishna partit pour commencer ses enquêtes. Et après son départ, Carmilla lui dit que son histoire n'était pas étrange comparée au haut et au bas qu'elle avait vu dans la vie humaine au cours de 300 ans. Après un certain temps, Zofia vint recevoir le traitement nécessaire de sa part. Elle lui dit ensuite qu'un de ses hommes lui avait parlé du chevalier qui enquêtait sur lui. Avant qu'elle ne puisse finir sa phrase, ils furent tous surpris par le retour rapide de Krishna après qu'elle se soit à nouveau perdue. Dès qu'ils se virent, ils pointèrent leurs armes l'un sur l'autre. Zénos essaya de trouver une excuse appropriée pour justifier la situation, mais Lily le devança en lui disant que Zofia s'était également perdue, et avait fini ici. Krishna trouva que cela semblait quelque peu logique, et devina que le médiateur était celui qui l'avait aidé à se remettre de sa blessure au bras, et qu'il prévoyait de rallier des criminels des bidonvilles à sa cause. Afin d'éliminer toute menace pour les innocents, Zofia se moqua d'elle et lui dit que les criminels étaient partout, surtout après avoir entendu que les chevaliers enquêtaient sur une affaire de trafic d'enfants, et que les enlèvements étaient dirigés par l'un des nobles. Krishna ne pouvait pas comprendre ce qu'elle disait, et lui dit que les enlèvements étaient centrés ici. Zofia dit que les quartiers pauvres n'étaient qu'une façade et que la personne responsable utilisait ses partisans pour détourner les soupçons d'elle-même. Quand elle lui demanda l'identité de la personne en charge, elle lui dit que c'était quelqu'un nommé Calender. Krishna sentit que c'était une fausse affirmation, car cette personne était un bienfaiteur, qui cherchait à éduquer et à aider les orphelins tout le temps. Zofia se moqua d'elle et lui dit que sa vision superficielle des autres était ce qui la rendait si facilement trompée. Contrairement au médiateur qui n'avait pas porté de jugement sur eux, elle ajouta que tout ce que le médiateur avait fait était de leur sauver la vie quand ils en avaient besoin et qu'il pourrait être prêt à la sauver aussi si elle était en danger, parce qu'il n'était pas comme elle. À ce moment-là, Zénos se tint directement devant Krishna et décida de tout lui avouer, lui disant qu'il était le médiateur qu'elle cherchait. Krishna ne le crut pas, sachant que le médiateur était habile en magie de guérison, tandis qu'il était habile en magie défensive, et qu'il était impossible d'être habile dans les deux. Il lui dit qu'il n'était pas habile dans les deux, mais qu'il pouvait utiliser une partie des deux de certaines manières, car les deux types étaient similaires en fonction. Krishna n'était pas sûr s'il était le médiateur ou non, mais elle décida de commencer à chercher un autre endroit pour travailler puisqu'il avait pris le parti des demi-humains. Après son départ, Lily constata qu'elle se dirigeait dans la direction opposée des vivants. Krishna alla ensuite rendre visite à Calender et l'interrogea sur les voleurs qui avaient récemment commencé à apparaître dans la région. Il lui parla de la bande d'hommes lézards. Alors elle lui demanda d'être plus prudent quant à sa sécurité dans la période à venir. Elle lui dit ensuite qu'elle allait maintenant effectuer une évaluation de la sécurité de son palais au moyen d'une inspection surprise. Contrairement aux attentes, Calender ne s'y opposa pas. Après qu'il l'ait emmené faire le tour du palais, elle sentit que son palais était exempt de tout soupçon et que sa présence là-bas était une perte de temps. Elle lui demanda ensuite si elle pouvait utiliser la salle de bain avant de partir. En chemin, elle fut intriguée par le fait qu'il avait un grand nombre de gardes et que l'entrée arrière en avait beaucoup plus que l'entrée principale. En chemin, elle remarqua quelque chose qui ressemblait à un puits.
Alors elle décida de descendre pour jeter un coup d'œil. Elle fut choquée de voir un groupe d'enfants ligotés à l'intérieur d'une cage et que le puits n'était rien de plus qu'un grand donjon pour eux. Elle s'approcha d'eux et leur dit qu'elle les libérerait, mais elle finit rapidement par tomber au sol après que Calendar l'ait abattue d'une balle magique provenant du pistolet qu'elle avait laissé à l'entrée principale. Il exprima ensuite son mécontentement face à l'ingérence de Farah dans les affaires de nobles comme lui et lui dit que son travail était de rester silencieuse et de maintenir le public sous contrôle. Krishna sentit qu'elle était sur le point de mourir et se souvint de sa mère, s'excusant auprès d'elle d'avoir échoué à devenir une héroïne. Mais avant que Calendar ne puisse l'achever, il fut surpris de voir Zofia debout derrière lui avec Zenos, qui la décrivit comme imprudente et lui dit que cela lui coûterait cher car il considérerait sa présence ici comme une visite à domicile à l'un de ses patients. Calendar était furieux qu'ils aient fait irruption chez lui et décida de se débarrasser de Zofia, la considérant comme l'une des voleuses des bidonvilles et que personne ne s'en soucierait si elle mourait. Mais Zenos utilisa sa magie défensive pour esquiver ses tirs et continua d'approcher jusqu'à ce qu'il pense à s'enfuir, mais finit par tomber au sol et laisser tomber son arme. Zenos le ramassa et le pointa sur lui, ne lui laissant d'autre choix que de le supplier et de lui dire qu'il était prêt à faire tout ce qu'il voulait. Zenos pensa qu'il n'avait aucune rancune contre lui, puisqu'ils venaient de se rencontrer, et que la seule chose qui le dérangeait était qu'il avait essayé de lui tirer dessus. Calendar s'excusa auprès de lui, mais il n'accepta pas ses excuses. Il réalisa qu'il devait aussi s'excuser auprès de Krishna, et admit qu'il avait tort quand il avait décidé de leur tirer dessus. Malgré cela, Zenos s'approcha de lui, plaça le canon du pistolet directement sur sa tête, et lui dit qu'il y avait quelqu'un d'autre à qui il devait s'excuser et qu'il lui prendrait la vie s'il ne le découvrait pas par lui-même. Quand Calendar fut incapable de répondre, il tira un coup de feu bruyant sur lui, déchirant ses vêtements et le faisant voler. Il s'avéra que Zenos voulait qu'il s'excuse auprès de ses victimes qui étaient ses futurs patients. Krishna pensa qu'il avait causé sa mort, mais Zenos lui dit qu'il était toujours en vie. Quand elle sentit qu'elle était sur le point de mourir et lui demanda d'informer les chevaliers royaux de ce qui s'était passé, il lui dit que c'était gênant et qu'elle devrait le faire elle-même après qu'il l'ait guéri. Krishna fut surprise quand elle le vit utiliser ses pouvoirs pour guérir son bras et le qualifia de héros. Il lui dit qu'il n'était pas si important et qu'il n'était qu'un guérisseur secret travaillant dans l'ombre. Elle réalisa qu'il était honnête quand il lui révéla son identité. Après avoir guéri son bras, il lui dit qu'elle était la vraie héroïne aux yeux de tous car elle avait pris l'initiative et découvert la vérité elle-même. Elle prit confiance et dit aux enfants qu'elle les sauverait. Elle réalisa alors qu'elle avait toujours perçu sa mère comme une victime pitoyable, une âme en peine, mais au fond, pour quelqu'un, elle représentait une véritable héroïne. Elle se mit à pleurer, les larmes aux yeux, et lui confia qu'elle était son héroïne, surtout ce soir-là. Zofia, sans perdre un instant, amena ses hommes pour secourir les enfants et les sortir du puits, et alors qu'elle s'apprêtait à partir avec Zenos, juste avant l'arrivée des chevaliers, Krishna se tourna vers lui pour lui demander la raison de son geste, pourquoi il l'avait sauvée. Il lui répondit que c'était un peu comme régler des factures impayées car elle n'avait pas encore réglé son séjour chez lui, et il ne pouvait absolument pas la laisser mourir avant d'avoir perçu son dû, ses honoraires et ses frais médicaux. Il fut surpris de la voir sourire, une première depuis bien longtemps. Quelques jours plus tard, Zenos faisait ses courses avec Lily, et en passant devant un certain endroit, il se souvint y avoir été assis seul autrefois, et d'avoir vu Aston l'approcher pour le convaincre de rejoindre sa bande. Après avoir réalisé qu'il était sans abri, il lui dit que les gens des quartiers pauvres ne pouvaient pas devenir aventuriers, mais Aston insista pour le recruter. Et quand il lui demanda ce qu'il savait faire, découvrant qu'il n'était bon qu'en magie de guérison, il faillit éclater de rire. Mais il lui dit qu'il n'attendait pas grand-chose de lui en termes de force, et qu'il cherchait juste quelqu'un pour être son serviteur. Après cela, Astin prenait l'initiative dans les combats contre les monstres, tandis que Zenos s'occupait de soigner ses blessures. Avec le temps, Astin finit par estimer que Zenos était inutile, juste un fardeau sur ses épaules, alors il décida de le renvoyer du groupe et de lui donner une compensation appropriée pour quelqu'un de son genre. Actuellement, Astin et son équipe partirent explorer un labyrinthe assez éloigné afin de gagner les faveurs de l'un des 7 grands nobles. Ils n'étaient pas préparés à 100% pour mener à bien cette mission, mais ils s'aventurèrent tout de même dans le labyrinthe et rencontrèrent un groupe de monstres sauvages sur leur chemin. Quand Aston les attaqua, il fut brûlé au bras. Alors André tenta de le soutenir avec un sort d'attaque magique, mais il ne put le préparer à temps, alors il cria à Gil d'utiliser son sort de protection sur lui. Gil, confus, lui dit que le sort ne fonctionnait pas, même s'il l'avait déjà lancé. Aston sentit que tous ses compagnons étaient inutiles et commença à envisager de les expulser. Puis il réalisa qu'il n'avait d'autre choix que de battre en retraite. À leur retour, il commença à les réprimander, et Andrés lui rétorqua qu'il n'avait rien fait de remarquable non plus. Gil réalisa alors que Zenos était le véritable responsable du succès de leur mission d'aventurier, car il les avait soignés sans relâche. Mais Aston refusa d'admettre cette vérité et songea à engager un autre guérisseur d'un rang supérieur au sien. 10 jours plus tard, il recruta une guérisseuse nommée Eumen et retourna avec ses compagnons au labyrinthe. Il lui demanda de prouver qu'elle était digne de rejoindre son équipe, et elle lui dit de ne pas baisser ses attentes, car elle avait l'habitude de soigner les gens dans la capitale royale et possédait juste une licence d'aventurière. Elle ajouta que la raison pour laquelle elle les avait rejoints était qu'elle voulait savoir comment ils parvenaient à sortir de leur bataille sans une seule égratignure, et elle se demandait pourquoi ils avaient besoin du soutien d'une guérisseuse médiocre comme elle. Il se sentit confus avant de lui dire qu'il traversait diverses circonstances. Gail l'interrogea ensuite sur l'état de son amie Yuma, blessée lors de la mission précédente.
Elle lui dit qu'il survivrait mais ne pourrait être plus exercé en tant qu'aventurier. Aston réalisa qu'il n'avait pas été à la hauteur des standards de l'équipe dès le début et ne se souciait pas de lui. Il lui dit ensuite qu'ils étaient sur le point d'entrer pour tuer les renards de feu à l'intérieur, car la mission exigeait d'obtenir des fourrures de renards et de les présenter à Lord Fennel pour les offrir à sa fille. Quand ils entrèrent dans le labyrinthe, ils furent surpris de constater que les renards leur avaient tendu un piège cette fois. Il les attaqua immédiatement et contraria leurs attaques enflammées. Mais malheureusement, Andrès fut gravement brûlé et devint incapable de continuer à se battre, tandis qu'Aston se sentait en colère de ne pouvoir toucher aucun renard et commença à se sentir lourd. Eumen fit de son mieux pour soigner la blessure d'Andrès, et quand Aston réalisa que leur situation était difficile, il décida de se retirer à nouveau, cette fois en blâmant la défense inutile de Gilles. Puis il entendit Eumen lui dire qu'Andrès devait aller à l'hôpital car son traitement seul ne suffisait pas à le guérir complètement. Aston refusa de l'emmener à l'hôpital et lui ordonna de s'occuper elle-même de son traitement. Elle lui dit que même les guérisseurs les plus compétents ne pourraient le soigner dans ces circonstances, car les seuls capables de le faire étaient l'élite et les saints. Aston réalisa alors qu'il avait perdu un membre important de son équipe après avoir renvoyé Zenos et qu'ils avaient subi des pertes dévastatrices à chaque bataille depuis son départ. Malgré cela, son esprit refusait de croire qu'un vaurien comme lui était le membre le plus important de l'équipe et il se convainquit qu'il réfléchissait trop. Après cela, Aston reçut un message de Fennel exprimant son mécontentement envers son équipe inutile et leur ordonnant de partir et de ne plus jamais croiser son chemin. Aston supplia l'un de ses subordonnés de le laisser lui parler directement, mais il refusa catégoriquement et leur dit que l'anniversaire de sa fille était déjà passé. Il ajouta que la déception du seigneur n'était pas seulement due à leur échec à chasser les renards, mais aussi parce qu'ils n'avaient pas admis que la tâche dépassait leurs capacités et l'avaient finalement acceptée. Aston pensa que personne ne refuserait une opportunité de se rapprocher d'un noble. Il tenta ensuite de trouver des excuses pour sauver la face et dit à ses partisans qu'il y avait un traître parmi eux, Zenos, qui avait entravé leur progression. Il se reprit alors, ayant oublié qu'il ne voulait pas mentionner son nom afin que personne ne sache qu'une personne des bidonvilles était membre de son équipe. Il supplia simplement Fennel de lui accorder une autre chance. Quand son subordonné lui demanda ce que son équipe délabrée pouvait faire, il promit de recruter de nouveaux membres. De retour au quartier général de son équipe, Aston décida de faire revenir Zenos, persuadé qu'il serait impatient de réintégrer l'équipe. Le lendemain, il se rendit dans les bidonvilles avec Gil pour le chercher, puis décida d'engager les 3 chefs pour les aider à le retrouver rapidement. Quand ils allèrent voir Zofia, elle leur dit qu'elle était occupée car elle allait chez le médecin ce jour-là. Il lui dit qu'il voulait juste connaître la localisation actuelle de Zenos, car il était censé être arrivé dans les bidonvilles il y a 2 mois. Zofia réalisa alors qu'ils étaient la bande d'idiots qui avaient chassé le guérisseur de leur groupe et elle ne put s'empêcher d'éclater de rire. Aston se sentit en colère face à sa moquerie et faillit l'attaquer, mais se retrouva encerclé par ses hommes. Zofia lui dit alors que Zenos avait d'autres choses à faire que de s'impliquer dans les trivialités de son équipe. Quand il réalisa à quel point elle était puissante, Astin décida de partir et de ne pas perdre son temps avec elle. Il décida ensuite d'aller voir Linga, qui se moqua de lui dès qu'elle comprit que c'était lui qui avait expulsé Zenos de son équipe. Elle leur dit qu'il était trop noble et raffiné pour être associé à des insectes comme eux, et leur conseilla de faire demi-tour. Il se sentit en colère. Et puis il fut surpris par le mouvement rapide de Linga alors qu'elle lui demandait s'il voulait se battre. Il finit par quitter son fort sans obtenir aucune information utile, et son seul espoir était que Lowey accepte de coopérer avec eux, mais elle refusa après avoir appris que c'était lui qui l'avait expulsé de sa bande. Avant qu'il ne parte, elle le prévint qu'elle ne resterait pas les bras croisés si elle apprenait qu'il tentait de harceler Zenos. Astin ne pouvait croire que les 3 chefs soutenaient Zenos et se tenaient à ses côtés. Il pensa que être les noms étaient similaires et qu'ils désignaient un autre Zenos. Puis les yeux de Gaël tombèrent sur lui alors qu'il se promenait avec Lily. Quand ils allèrent le voir, Zenos fut surpris de les apercevoir. Il leur demanda pourquoi ils étaient venus ici. Et quand Gaël lui demanda de deviner, il lui dit qu'il n'était pas intéressé et continua son chemin. Austin l'arrêta et lui dit qu'il était venu le chercher pour le ramener dans la bande. Mais il fut choqué quand Zenos rejeta son offre sans réfléchir. Quand il lui demanda pourquoi, Zenos lui dit qu'il le traitait mal et qu'il ne recevait presque aucune rémunération après chaque mission, ce qui ne valait pas la peine pour lui. Cependant, il dit qu'il ne verrait pas d'inconvénient à les accompagner pour une mission si les circonstances le permettaient, en échange de 50 000 wons pour chaque sort de guérison utilisé et 1 000 de wons si les blessures étaient critiques. Astin fut surpris par le prix proposé et lui dit de ne pas être si arrogant, car il n'était qu'un humble vagabond durant leur conversation. Il découvrit qu'il était très populaire auprès de tous grâce à ses compétences. Zenos décida alors de continuer son chemin avec Lily et de ne plus perdre de temps à parler à Astin. Astin était furieux qu'il refuse de revenir dans la bande, même si c'était lui qui le lui avait proposé, et lui dit que c'était lui qui l'avait fait entrer dans la bande au départ et lui avait donné une place où se sentir chez lui. Zenos s'excusa auprès de lui et lui dit qu'il était trop tard pour revenir dans la bande. Puis il partit tranquillement. Aston n'eut d'autre choix que de l'attaquer par derrière, mais il finit par tomber au sol après que Krishna lui eut tiré un coup de feu retentissant.
Zénos fut surpris de la voir là, et elle lui dit qu'elle était venue le voir mais s'était perdue comme d'habitude. Aston fut surpris qu'il ait le soutien de l'adjointe des chevaliers royaux qui le traitait avec une familiarité excessive quand elle lui dit qu'elle l'emmènerait au poste pour agression sur civil. Il s'enfuit après avoir rejeté la faute sur Gil. Après cela, Zénos rencontra les 3 chefs qui lui racontèrent ce qui s'était passé entre eux et Astin, et que chacun d'eux avait demandé à leurs partisans de le surveiller, mais ils les perdirent rapidement de vue. Alors Lily pensa qu'ils étaient peu, être retournés d'où ils venaient. Zofia espérait qu'ils étaient bien partis et n'avaient pas rejoint la Guilde des Ombres, une guilde connue pour accomplir des tâches interdites et éviter toute équipe qui s'en mêlait. Zénos comprit leur inquiétude qu'Aston aille les engager pour l'atteindre, mais il leur dit qu'engager des gens comme eux exigeait beaucoup d'argent. Cependant, Zofia se souvint qu'elle avait récemment entendu parler de quelqu'un qui était prêt à accepter des missions avec des conditions spéciales sans compensation, surnommé le guide. Après cela, Zénos fut incapable de dormir et Lily le remarqua. Alors elle lui prépara du thé, puis elle le surprit en se tenant derrière lui et en lui tapotant la tête comme il le faisait pour elle. Mais elle finit bientôt par s'endormir sur son épaule. Alors il la mit dans son lit et retourna s'asseoir seul, puis Carmilla le rejoignit après avoir remarqué son insomnie et lui demanda si la raison était sa rencontre avec son ancienne bande. Il lui dit qu'il les avait oubliés, mais après s'être souvenu de la façon dont il l'avait traité, il regretta de ne pas les avoir chassés dès qu'il les avait vus. Carmilla l'interrogea ensuite sur l'apprentissage de la magie à un jeune âge, et il lui dit que cela avait commencé quand il essayait de ranimer un cadavre et avait appris la guérison implicitement. Il ne savait pas à l'époque qu'il tentait de pratiquer une magie interdite, ce qui avait valu à son professeur de le battre. Carmilla se souvint que lorsqu'elle était vivante il y a 300 ans, pendant la guerre entre humains et démons, il existait quelque chose appelé vie artificielle grâce à l'utilisation de la magie des golems. Et elle lui dit que c'était l'un des arts perdus de la magie démoniaque. Elle ajouta qu'une pierre magique était utilisée comme noyau avec certains ingrédients ajoutés pour la fabriquer. Pendant qu'ils parlaient, ils entendirent une agitation soudaine. Alors Carmilla sortit jeter un coup d'œil et fut choquée de voir de nombreux golems provoquer des incendies dans les bidonvilles. Aston finit par prendre le chemin des ombres et rencontrer la personne connue sous le nom de Guide, qui décida de l'aider à se venger de Zénos et de tous ses sbires après avoir trouvé ses motifs de vengeance logique et décidé d'utiliser une pierre magique qu'il testait depuis longtemps. Après cela, les golems qui se répandirent dans les bidonvilles causèrent un chaos massif et d'énormes pertes en infrastructure. Quand Zénos et Carmilla arrivèrent là, ils se demandèrent comment les golems étaient arrivés dans les bidonvilles, et puis les 3 chefs les rejoignirent, et Linga leur dit que beaucoup de ces hommes avaient été blessés. Zénos leur dit qu'ils étaient sur le point d'affronter un ancien être artificiel dont l'origine était inconnue. Loi lui dit qu'un de ses partisans l'avait vu venir de quelque part au fond des bidonvilles, alors il devina que son origine pourrait être la Guilde des Ombres, mais il jura de faire payer quiconque était derrière l'incident. Il demanda ensuite aux 3 chefs de rassembler les blessés en un seul endroit. Il constata alors que le golem avait de grandes capacités offensives mais manquait de vitesse. De l'autre côté, le guide observait ce qui se passait de loin, excité de voir l'expression de Zénos après avoir perdu ses compagnons un par un. Après cela, Zénos utilisa sa capacité de guérison à grande échelle pour soigner tous les blessés en même temps et leur ordonna de quitter les lieux dès qu'ils seraient capables de bouger. Pendant qu'il travaillait, Carmilla remarqua sa détresse, et il lui dit qu'il était encore réveillé tard dans la nuit et devait soigner des centaines de blessés sans aucune garantie d'être rémunéré pour son dur labeur. Il était aussi inquiet pour Lily qui dormait encore à la maison. Le guide fut surpris de voir à quel point Zénos était puissant pour soigner les blessés et pensa qu'il pourrait surpasser l'élite. Il devint excité de découvrir comment il parviendrait à arrêter le golem et à sauver tout le monde. Le temps passant, Zénos finit de soigner tout le monde et commença à réfléchir à la manière de gérer le golem et s'il retournerait d'où il venait quand il s'ennuierait. Carmilla lui dit que le golem ne s'arrêterait pas à moins d'avoir accompli ce que son maître lui avait ordonné de faire, et elle devina qu'il avait été chargé de détruire complètement les bidonvilles. Zénos se sentit frustré car il ne s'arrêterait pas de lui-même, tandis que Carmilla continuait de se demander comment quelqu'un avait obtenu une pierre magique pure et réussi à créer un golem. Elle ajouta que les pierres se trouvaient principalement dans l'extrême sud où se dressait autrefois le palais du roi démon. Zénos décida de ne pas perdre de temps à réfléchir et d'aller détruire le golem. Les 3 chefs décidèrent de l'accompagner. Quand Carmilla demanda comment le détruire, elle lui dit qu'il devait détruire la pierre magique qui formait son noyau. Il pensa qu'il ne pourrait pas vendre la pierre s'il la détruisait, mais il privilégia de sauver tout le monde. Puis les chefs l'attaquèrent tous en même temps, tandis que Zénos les soutenait avec ses capacités magiques. Pendant le combat, Zénos se rappela qu'il devait rester près d'eux pour pouvoir utiliser sa magie sur eux. Le golem continua de les attaquer et de régénérer son corps chaque fois qu'il était endommagé jusqu'à ce que Zénos réalise qu'il avait besoin d'un certain temps pour se régénérer. Alors il demanda aux filles d'attaquer ses 2 jambes en même temps. Après avoir suivi ses instructions, elles furent surprises de voir que le golem était sur le point de tomber sur un petit enfant. Zénos se précipita vers lui, mais fut incapable de l'atteindre à temps. Cependant, la chance était du côté de l'enfant, car elle fut indemne après que le golem soit tombé sur le bâtiment voisin.
D'autre part, le guide fut impressionné par les capacités de Zénos et décida qu'il était temps de commencer à utiliser toute la puissance du golem. Quand Zénos examina le golem, il fut surpris de sentir un être vivant à l'intérieur, et la première chose qui lui vint à l'esprit fut qu'Astin contrôlait le golem. Il s'avéra que le guide avait fusionné la pierre magique avec Astin pour créer la vie à l'intérieur, car la pierre manquait de beaucoup de choses pour produire un nouveau noyau, et il avait réussi à convaincre Aston de fusionner la pierre en lui, car il l'aiderait à accomplir sa vengeance. Puis il fut excité de voir ce que Zénos ferait après avoir été contraint de se débarrasser de la personne qu'il avait précédemment secouru des bidonvilles pour détruire la pierre. Zénos demanda alors à ses compagnons de partir et leur dit qu'il finirait le travail lui-même. Puis il se souvint de ce que son professeur lui avait dit auparavant, que les guérisseurs ne devaient pas s'engager dans le combat afin de pouvoir se concentrer sur le soutien de leurs compagnons. Puis il trouva Carmilla sur le chemin du retour avant le lever du soleil et lui dit qu'il la suivrait dans quelques minutes. Puis il commença à parler à Aston et lui dit qu'il était étrange que quelqu'un d'aussi agaçant et égoïste que lui essaie de sauver un enfant lors de leur première rencontre, mais il se souvint de ce que Gil lui avait dit auparavant, que la raison de son obsession pour l'argent et le pouvoir était que sa jeune sœur était morte parce qu'il ne pouvait pas se permettre son traitement, et il se demanda s'il le lui avait mentionné quand il était petit. Alors il décida de le sauver, quand il vit le golem s'approcher de lui et essayer de l'attraper. Il réalisa qu'Aston était toujours en colère parce qu'il avait trouvé un nouveau lieu d'appartenance après l'avoir chassé, et il était certain qu'il était maintenant le seul sans-abri restant. Le golem commença à l'attaquer, alors il invoqua son scalpel et lui arracha les bras, puis visa son attaque directement au cœur. Après avoir détruit le golem, Aston apparut devant lui et lui dit qu'aujourd'hui serait la dernière fois qu'il verrait son visage et qu'il devrait lui ôter la vie afin de détruire la pierre magique. Pendant ce temps, le guide fut impressionné qu'il n'ait pas hésité à se débarrasser de son ancien chef, puis décida de revenir après avoir été déçu que la fin ne soit pas aussi excitante qu'il l'avait espéré. Quand il jeta un autre coup d'œil, il fut choqué par le fait que Zénos détruisait la pierre magique à l'intérieur d'Aston et guérissait son corps en même temps. Le guide fut stupéfait que Zénos soit toujours concentré sur l'utilisation de la magie de guérison, après avoir sauvé des centaines de personnes et soutenu ses compagnons pendant le combat contre le golem. Il ne pouvait pas croire que quiconque puisse faire tout cela en même temps. D'autre part, Zénos finit de restaurer le corps d'Astin après s'être débarrassé de la pierre magique, et lui dit que la vie serait meilleure sans elle, mais il ne lui permettrait pas de mourir avant de payer pour les dommages qu'il avait causés. En plus de le soigner, il devrait aussi lui dire qu'il avait aidé à faire tout cela. Il ajouta que même s'il n'était qu'un bon à rien inutile, il avait fait deux bonnes choses pour lui. Il l'avait sorti des bidonvilles et lui avait donné une prime de retraite qu'il avait utilisée pour sauver Lily, ce qui l'avait amené à ouvrir sa propre clinique et à changer sa vie pour le mieux. Puis Zénos détruisit le dernier morceau de la pierre magique et réussit à sauver Aston, qui reconnut enfin son pouvoir et lui demanda s'il avait accompli sa vengeance en le faisant continuer à vivre malgré la perte de tout. Il lui dit qu'il n'y avait pas pensé de cette façon. Aston eut honte car il avait vécu sa vie en exploitant les autres pour finir par être exploité lui-même. Et il sentit qu'il le méritait. Zénos fut surpris de le voir s'incliner devant lui et s'excuser pour tout ce qu'il avait fait par le passé. Alors il lui demanda de relever la tête et décida de lui donner un coup de poing violent en guise de punition, lui disant que la principale raison pour laquelle il lui avait épargné la vie était de rester en vie pour avoir la chance de lui botter le cul. Après que Zénos l'eut frappé, il se sentit satisfait et partit tranquillement. Au lever du soleil, Aston reprit conscience en entendant Krishna le réveiller et le traitant de grossier pour avoir causé tous ses problèmes en une seule journée. Quand il l'interrogea sur Zénos, elle lui dit qu'elle l'avait rencontré en chemin et qu'il lui avait tout raconté. Elle exprima son admiration pour une destruction de cette ampleur sans que personne ne meure, ce qui le rendrait redevable envers lui pour le reste de sa vie. Elle décida ensuite de l'arrêter pour agression et fuite devant la justice, en plus de plusieurs accusations antérieures. Elle lui a dit que Zénos avait décidé de prendre son épée et de la vendre pour compenser les dégâts qu'il avait causés. Astin réalisa qu'il avait tout perdu, au sens littéral du terme, et retourna à son lieu de naissance. Krishna lui donna une pièce d'or, lui disant qu'elle venait de Zénos et que c'était sa récompense pour ses services et qu'il ne voulait plus rien avoir à faire avec lui, absolument rien. Il finit par pleurer comme un enfant. Pendant ce temps, Zénos se sentait impuissant et continua son chemin, s'appuyant sur les trois chefs qui voulaient le remercier et prendre soin de lui. Le guide, quant à lui, décida de retourner dans l'ombre avant que son identité ne soit révélée, certain qu'il retrouverait Zénos un jour. C'est une certitude. Le lendemain, Krishna était à la clinique de Zénos et lui dit qu'elle n'avait pas pu obtenir beaucoup d'informations sur le cerveau derrière l'attaque du golem. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'il s'agissait de quelqu'un appelé le guide, un mystérieux personnage. Néanmoins, Zénos jura qu'il lui ferait payer un jour ce qu'il avait fait. Zofia lui dit alors que le guide avait récemment commencé à visiter la guilde des ombres et était toujours seul, donc Loi sentait qu'il y avait des limites aux informations qu'il pouvait obtenir sur l'identité des membres de cette guilde des ombres. Krishna leur dit que les chevaliers royaux continueraient à le chercher mais elle pensait qu'il ne réapparaîtrait pas de sitôt.
Les trois chefs croyaient que traiter avec quelqu'un comme lui ne serait pas facile du tout quand il réapparaîtrait, ce serait une tâche ardue. Zénos remarqua que Krishna ne s'asseyait délibérément pas avec les autres à la même table et leur dit à tous d'arrêter de parler de cette manière. Mais Krishna lui répondit que sa position de chevalier royal ne lui permettait absolument pas de s'asseoir et de boire du thé avec des sous-humains, c'était impensable. Quand Zénos sentit que tout le monde était sur le point de se battre, il les expulsa de sa clinique, leur disant qu'il était en vacances et n'avait l'intention de voir que les cas d'urgence et les plus graves. Quand il fut seul, Lily s'approcha de lui et lui parla d'une idée qu'elle avait eue pour l'aider à se sentir mieux après l'incident du golem, une idée vraiment brillante. Avant qu'elle ne puisse finir sa phrase, Zofia fit irruption dans la clinique et suggéra qu'ils aillent tous aux sources chaudes ensemble pour se détendre, car cela l'aiderait à se sentir mieux. Cela frustra Lily, car c'était son idée à la base, son idée originale et personnelle, surtout après que Zénos ait accepté sa suggestion, puis le reste d'entre eux fit irruption dans la clinique et fit la même suggestion, forçant Zénos à aller aux sources chaudes avec tout le monde. Il fut surpris qu'ils veuillent tous aller au même endroit, c'était vraiment inattendu. Quand il demanda à Lily de quoi elle voulait parler, elle répondit sèchement que ce n'était rien d'important. Puis il fut surpris quand Carmilla le rejoignit et dit qu'elle voulait aussi aller aux sources, l'accompagner aux sources chaudes, absolument. Quelques jours plus tard, Zénos se détendait dans son bain privé. Pensant que cela faisait longtemps qu'il n'avait pas pu avoir un peu de temps seul, même si ses plans de travailler en secret ne s'étaient pas déroulés comme il l'avait espéré. Pas du tout, puis il fut surpris quand Zofia entra dans la salle de bain. Il lui dit que c'était une salle de bain réservée aux hommes, mais elle s'en moqua, et lui dit qu'elle avait mis un panneau interdisant à quiconque d'entrer pour le moment, c'était clair. Puis elle s'assit à côté de lui et lui dit que Zonde et ses partisans pensaient qu'elle avait l'air différente ces derniers temps. Elle exprima ensuite son admiration pour son idée d'harmonie entre les différentes races, et qu'elle avait eu l'occasion de parler à un chevalier royal sans avoir à se battre ou à fuir, ce qui était une nouveauté. Elle lui attribua le mérite d'essayer de changer le monde et d'en faire un endroit meilleur pour tous. Il lui dit de ne pas exagérer car il n'était qu'un guérisseur secret, mais il devint ensuite curieux de savoir pourquoi elle se rapprochait autant de lui, c'était étrange. Quand elle réalisa qu'il avait compris, elle décida d'adopter une approche directe et sauta vers lui. Mais il continua à la bloquer jusqu'à ce que Linga fasse irruption dans la salle de bain. Quand elle essaya de sauter vers eux, Zofia l'attrapa et la repoussa violemment. Pendant que Zénos essayait de séparer la bagarre entre elles, Loa émergea de sous l'eau comme un requin, complètement nu, et il finit par les regarder toutes les trois se disputer pour lui jusqu'à ce que Krishna les rejoigne et les réprimande sévèrement pour être entrés dans la salle de bain des hommes. Zofia demanda sarcastiquement pourquoi elle était là, mais elle se sentit confuse et lui dit qu'elle avait confondu les salles de bain des hommes et des femmes. Zénos se sentit en colère et leur cria d'aller dans leur propre salle de bain immédiatement. Après cela, les filles allèrent à leur salle de bain désignée et tombèrent par hasard sur Human, l'ancienne thérapeute du groupe d'Aston, qui fut surprise de les voir ensemble. Quand Zofia la remarqua les fixer, elle s'excusa et détourna le regard, un peu gênée. Loa dit avec confiance qu'elle était probablement hypnotisée par son magnifique corps. D'autre part, Oumen écoutait Lily, assise à côté d'elle, se sentant frustrée d'elle-même et souhaitant avoir un corps sexy comme les trois chefs et Krishna, c'était son grand désir. Quand elle réalisa que quelqu'un était assis à côté d'elle, elle alla s'asseoir seule loin d'eux. Puis elle trouva Carmilla apparaissant de nulle part et lui disant de ne pas être pessimiste à propos d'elle-même. Alors qu'elle grandissait encore, pendant qu'elle parlait, elle remarqua que Carmilla semblait plus transparente que d'habitude, c'était assez frappant. Alors Carmilla fit semblant en plaisantant qu'elle était sur le point de disparaître, tandis qu'Ouman fut surprise de voir Lily parler à un fantôme comme si c'était normal. Elle utilisa alors ses pouvoirs pour attaquer Carmilla et la forcer à partir, elle dut donc fuir rapidement, ce qui lui fit penser qu'elle souffrait peu, être d'épuisement, et qu'elle imaginait voir des choses étranges autour d'elle, des illusions. Après qu'ils eurent tous fini de se doucher, ils s'assirent pour dîner ensemble, et Zénos invita Krishna à les rejoindre au lieu de rester seul et maussade dans son coin. Krishna se sentait rancunière de la tournure des événements pour elle, et la simple pensée de devoir partager la même table avec eux lui donnait l'impression de trahir le royaume, c'était une véritable torture morale. Quand tout le monde alla se coucher, Zénos s'assit avec Carmilla et lui parla du chaos qui avait régné pendant le dîner à cause d'eux, ce qui lui fit sentir que le but de son voyage aux sources avait complètement disparu, s'était évaporé. Carmilla lui dit de profiter de ces temps turbulents tant qu'ils duraient. Comme elle s'attendait à ce que beaucoup de choses compliquées se produisent à l'avenir, il osa lui demander comment elle avait pu atteindre les sources alors qu'elle ne pouvait pas rester longtemps au soleil, c'était une énigme. Elle répondit qu'elle était restée à l'intérieur de la canne de Lily pendant ses voyages de jour, grâce à son corps transparent quand Zénos lui demanda ce qu'elle faisait quand elle était vivante. Elle lui dit qu'elle avait oublié sa vie il y a longtemps, et il réalisa qu'elle n'aimait pas parler de son passé pour une raison ou une autre, c'était évident. Le lendemain, Yumin fut surprise par une forte explosion à l'intérieur de l'auberge et trouva une personne blessée dans la cuisine. Sa femme lui dit qu'il était allé préparer le petit déjeuner, et elle réalisa que les pierres magiques de feu appartenant aux sources avaient explosé et commença à soigner rapidement la personne blessée, avec une grande efficacité, puis elle leur dit que tout ce qu'elle pouvait faire était des premiers secours et que l'homme blessé pourrait ne plus jamais pouvoir tenir un couteau à cause de l'état critique de son bras. Puis elle trouva Zénos les rejoignant après avoir entendu l'explosion, alors elle lui demanda de l'aider à transporter l'homme blessé à l'hôpital royal, sans tarder.
Il lui dit qu'il n'avait pas besoin d'y aller et se dirigea vers la salle à manger pour prendre le petit déjeuner avec les autres. Eumen pensa qu'il avait délibérément abandonné l'homme blessé, mais elle fut rapidement stupéfaite quand elle le vit debout devant elle, complètement indemne. C'était incroyable. Eumen réalisa que Zenos pourrait être l'un des élites ou un saint pour sa capacité à guérir des blessures aussi graves sans utiliser de cercle magique. Quand elle retourna à la capitale, elle raconta à son commandant ce qui s'était passé dans les moindres détails. Il pensa qu'il était l'un des élites et que l'État pourrait vouloir en faire un trésor national. Quand Eumen lui dit son nom et décrivit ses traits, il pensa que ce n'était pas une mauvaise personne. Puisqu'il avait sauvé la vie de quelqu'un et était parti discrètement, il lui dit alors de l'enquêter davantage si elle le rencontrait à nouveau. C'était une consigne claire. Cependant, quand Eumen se souvint qu'il portait un manteau noir, cela fit changer d'avis le commandant. Il décida de le rechercher immédiatement après avoir soupçonné qu'il pourrait être un guérisseur sans licence. Quand Eumen lui demanda pourquoi il avait soudainement changé d'avis, il lui dit qu'il voulait maintenant le rencontrer en tant que guérisseur d'élite comme lui. C'était sa nouvelle intention. Quelques jours plus tard, Zenos fut surpris quand Zond entra dans la clinique portant le capitaine, qui avait fait semblant d'être malade afin de l'atteindre. Quand Zenos lui demanda ce qui s'était passé, il lui dit qu'il l'avait vu vomir du sang avant de perdre connaissance. C'était très alarmant. Alors il lui demanda de le mettre sur le lit. Après l'avoir examiné, il constata que ses poumons étaient en mauvais état et qu'il souffrait d'une épidémie mortelle. Il demanda donc à tout le monde de s'éloigner. Puis le commandant se leva du lit et exprima son admiration pour sa capacité à examiner et à diagnostiquer la maladie avec une telle précision. Il se présenta comme Baker et surprit Zenos quand il lui dit qu'il était un guérisseur d'élite à l'hôpital royal. Baker lui dit qu'il manquait de maîtrise de la magie de guérison même si sa condition était unique, car il souffrait de la maladie du poumon rouge, une affection rare. Pendant qu'ils parlaient, ils trouvèrent Eumen entrant dans la clinique et Zenos la reconnut immédiatement. Elle réprimanda Baker pour s'être délibérément rendu malade afin de rencontrer Zenos. Il lui dit qu'il n'avait pas d'autre choix et que bien qu'il ait essayé d'atténuer les effets de la maladie autant que possible, la douleur dans sa poitrine était sévère, vraiment insupportable. Zenos lui demanda ce qu'il avait fait, et il lui dit qu'il avait pris un médicament qui causait des symptômes similaires au poumon rouge, mais que son état resterait stable grâce à un antidote. Il ajouta qu'il avait fabriqué le médicament lui-même pendant ses recherches sur le développement d'un traitement pour le poumon rouge, c'était son œuvre. Zenos fut surpris d'apprendre que Baker était le médecin qui avait inventé le traitement de l'épidémie. Et Newman lui dit fièrement qu'il avait inventé des traitements pour plusieurs autres maladies, ce qui lui avait valu le rang d'élite en reconnaissance de ses efforts. C'était un grand honneur. Puis Baker confessa qu'il était excité quand il avait entendu parler d'un thérapeute d'élite portant un manteau noir, et pensa qu'il pourrait le connaître. Zenos lui dit que le manteau appartenait à l'origine à son professeur, et quand il lui demanda son nom, il dit qu'il ne lui avait jamais dit son nom, c'était un secret. Baker décida de l'impliquer dans l'affaire sur laquelle il travaillait actuellement, et lui offrit un poste à l'hôpital royal. Zenos fut surpris qu'il demande de l'aide à un étranger comme lui. Alors il lui dit que l'affaire était délicate et qu'ils avaient besoin de quelqu'un en dehors de l'organisation pour la résoudre, c'était essentiel. Puis Zenos fut surpris par l'arrivée des 3 chefs qui lui dirent qu'ils s'étaient précipités en voyant le drapeau rouge levé. Il réalisa que Carmilla l'avait levé quand elle avait senti un danger imminent. Et ils menacèrent Baker qu'il ne sortirait pas vivant de là s'il pensait à nuire à Zenos, c'était une menace sérieuse. Baker réalisa qu'il était très populaire dans les bidonvilles, quelque chose qu'aucun thérapeute n'avait jamais fait auparavant. Alors il dit à Eumen qu'il devait reconsidérer la question et décida de faire de l'aide de Zenos dans la mission une affectation officielle, une décision importante. Zenos n'eut d'autre choix que d'accepter la mission, surtout après avoir révélé son secret à l'un des élites de l'hôpital royal. Il demanda ensuite à Baker s'il avait des connaissances antérieures sur son professeur, et Baker lui dit qu'il lui donnerait les détails plus tard s'il acceptait de travailler avec lui, et qu'il aurait son plein soutien une fois la mission terminée. C'était une promesse. Il tendit la main pour lui serrer la main et l'accueillir comme agent officiel de l'hôpital royal. Le lendemain, Zenos se rendit au quartier général de l'hôpital royal dans la capitale avec Baker et fut stupéfait par la taille immense de l'endroit, au point qu'il ne pouvait plus respirer. C'était vraiment impressionnant. Quand il entra, il fut dérangé par l'idée que l'endroit était spacieux et plein de vie, et il voulut aller dans une pièce plus sombre. Après cela, ils allèrent au bureau de Baker, ce qui fit que Zenos se sentit à l'aise et reprit un peu son souffle, car cela ressemblait à sa clinique chaotique. C'était un soulagement. Baker lui dit alors que la tâche qui lui serait assignée était de rechercher des personnes disparues dans des circonstances mystérieuses. Zenos lui dit que la recherche de personnes disparues n'était pas sa spécialité. Mais Baker voulut lui faciliter la tâche et lui dit que tout ce qu'il avait à faire était de traîner et de recueillir des informations et qu'il recevrait des privilèges spéciaux en tant qu'étudiant-chercheur. C'était une opportunité. Zenos se demanda s'il craignait que quelqu'un ne découvre son identité. Et Baker répondit qu'il travaillerait ici sous le nom de Zeno, un étudiant récemment revenu de l'étranger, et qu'il le recommanderait afin que tout le monde lui fasse confiance et ne le soupçonne pas. C'était une stratégie. Zenos réalisa que cela signifiait que Baker serait responsable devant tout le monde s'il échouait dans sa mission. Eumen le conduisit ensuite à sa nouvelle maison et il fut surpris de trouver Lily l'attendant. Eumen lui dit que Baker lui avait permis de l'accompagner en tant que sa jeune sœur et qu'il croyait qu'avoir quelqu'un qu'il connaissait le mettrait plus à l'aise, c'était une bonne idée. Zenos la remercia car il était vraiment inquiet de laisser Lily derrière lui. Après son départ, il fut surpris par le comportement de Lily, le traitant comme son mari.
Il lui dit qu'elle était là en tant que sa jeune sœur et se demanda qui lui avait dit d'agir de cette façon. C'était très étrange. Car Mia apparut de nulle part pendant qu'il parlait, et quand il lui demanda pourquoi elle était là, elle lui dit qu'elle était venue le déranger pendant son séjour dans la capitale. Zenos se sentit en colère, et lui dit qu'elle pourrait finir par être expulsée si l'un des guérisseurs la découvrait. Ce serait une catastrophe. Elle lui dit que peu de guérisseurs pouvaient utiliser la magie de guérison dans laquelle il était doué. Mais elle décida ensuite d'inspecter la maison pour choisir la chambre où elle resterait, tandis que Zenos sentait qu'elle était un mauvais présage et qu'il pourrait échouer dans sa mission à cause d'elle. C'était une réelle inquiétude. Le lendemain, Zenos s'assit pour déjeuner avec Human après avoir assisté à la session d'introduction et lui dit qu'il ne savait toujours pas comment obtenir sa licence. Elle lui dit qu'il devrait d'abord s'inscrire à une école de formation de guérisseurs, réussir l'examen d'entrée, puis passer quelques années à étudier. C'était un long processus. Quand il réussirait l'examen final, il recevrait la licence. Zenos sentit que c'était plus grand et plus difficile qu'il ne l'avait imaginé. Humaine ajouta qu'après l'obtention de son diplôme, il pourrait être affecté à l'une des branches de l'hôpital royal, ou obtenir une licence pour travailler comme aventurier. C'était une possibilité, quel que soit le chemin qu'il prendrait, il pourrait subir une évaluation pour une promotion. Zenos commença à se sentir submergé par la quantité d'informations, puis voulut en savoir plus sur les personnes disparues, c'était sa priorité. Human lui dit que l'une des personnes disparues était son collègue plus âgé, Alfred, un thérapeute avancé qui travaillait comme chef adjoint du laboratoire et était connu pour son talent et sa considération pour les autres, en plus de son rôle significatif dans le développement d'un traitement pour la maladie du poumon rouge, une contribution majeure. Zenos sentit que c'était une personne intéressante et qui valait la peine d'être recherchée. Pendant qu'il parlait, le professeur Goldran entra dans la salle à manger accompagné de ses étudiants. Et Human lui dit qu'il était le chef adjoint de l'hôpital et un thérapeute avancé de 7e classe, ce qui signifiait qu'il était l'un des élites, un personnage très influent. Elle ajouta que bien qu'il fût toujours l'adjoint, il détenait le vrai pouvoir dans l'administration de l'hôpital, en raison de l'âge avancé du président de l'hôpital royal. Depuis son entrée en fonction, il s'était intéressé à prendre soin des riches et des puissants, tout en traitant les pauvres avec négligence, gagnant ainsi une énorme influence. C'était une réalité. Zenos réalisa qu'il était préférable de rester loin de lui pour ne pas s'attirer plus d'ennuis. Mais elle fut rapidement surprise quand elle lui dit qu'il devrait traiter avec lui car il était l'un de ceux impliqués dans la disparition d'Alfred. C'était une information capitale. Elle ajouta que Goldrin aspirait à rassembler le plus grand nombre de guérisseurs talentueux sous son aile, alors il convoqua Alfred sous prétexte de l'emprunter au laboratoire pour faire des recherches. Baker fut forcé de le prêter à Goldran, car il lui devait une faveur après avoir contribué financièrement au développement du traitement du poumon rouge. C'était une dette. Cependant, Alfred finit par disparaître un mois après son départ et Goldran n'y a savoir quoi que ce soit à son sujet. Zenos se demanda comment il pourrait s'approcher de lui, et elle lui dit que dès qu'il prouverait sa compétence dans divers programmes de traitement, Goldran le contacterait immédiatement, sans aucun doute. Zenos sentit qu'il serait difficile de se démarquer en tant que thérapeute travaillant dans une clinique délabrée à l'intérieur de l'hôpital royal, grouillant d'individus talentueux et d'élite. Pendant qu'il parlait, Cress, l'un des partisans de Goldrin qui ressemblait à une orange pourrie, les rejoignit et tourna son attention vers Human, où il commença à se moquer d'elle, avec méchanceté, puis il remarqua Zenos qui continuait à manger indifféremment, et lui dit d'essayer de ne pas embarrasser Baker. Il partit ensuite tranquillement, laissant Zenos s'interroger sur son étrange comportement. Human lui dit qu'il était l'un de ses camarades de classe, mais qu'il était devenu vaniteux depuis qu'il avait rejoint Goldrin. C'était flagrant. Zenos décida d'aller à son cours. Et en chemin, il se souvint de l'époque où il était un humble vagabond, essayant de sauver d'autres vauriens comme lui en leur lançant des sorts de guérison. Puis, il rencontra une personne mystérieuse qui lui dit de ne pas perdre son temps à dépenser son énergie sur les morts, c'était un conseil précieux. Après cela, Zenos finit par devenir son élève avec son ami Furtira, et en un an, leurs compétences s'améliorèrent considérablement grâce à lui, c'était une progression fulgurante. Cependant, le professeur leur dit de ne pas être vaniteux quant à leur capacité à utiliser certaines compétences, car un guérisseur de 3e classe est celui qui peut soigner les gens, un guérisseur de 2e classe est celui qui peut sauver la vie de quelqu'un, et un guérisseur de 1re classe est celui qui peut rendre le monde meilleur, c'est la plus haute distinction. Zenos se sentit rancunier, et lui dit qu'il avait entendu cette phrase tellement de fois que les gens la répétaient dans ses rêves. Quand il revint à la réalité, il concentra son attention sur la conférence concernant le traitement des morts vivants, un sujet fascinant. Pendant que le professeur expliquait, Zenos réalisa qu'il connaissait déjà beaucoup de ces choses de son époque d'aventurier. Mais la manière systématique dont cela était expliqué rendait la compréhension plus facile, beaucoup plus aisée. En fait, puis il trouva l'un de ses camarades de classe s'interrogeant sur les fantômes, et le professeur lui dit que la plupart des informations sur ce type sont inconnues, et la raison est due au manque de témoignages fiables concernant leur rencontre, c'est un fait avéré. En plus du fait que ceux qui ont déjà rencontré ce type de mort-vivant n'ont pas survécu, donc la meilleure option en rencontrant un est de fuir. Puis Zenos fut surpris quand le professeur dit que le type de fantôme et de monstre en général le plus dangereux et le plus puissant est celui qui peut parler, c'est une révélation. Il se souvint de Carmilla, qui ne cesse de parler, et reste dans sa chambre comme un membre de sa famille, et pensa qu'il valait mieux ne laisser personne savoir pour elle. Quand le professeur demanda si l'un des étudiants avait déjà combattu des fantômes, Cress leva la main et lui dit qu'il avait éliminé avec succès 30 fantômes pendant son temps d'aventurier. C'était un exploit. Puis il se tourna soudainement vers Zenos et lui posa la même question. Zenos pensa qu'il ne devait pas attirer l'attention sur lui et décida de faire correspondre son histoire.
lui disant que le minimum qu'il pouvait gérer était probablement 30 fantômes, même s'il pouvait en fait en vaincre 50 à la fois, c'était une estimation prudente. Crest pensa qu'il mentait avant de réaliser qu'il avait mentionné qu'il pouvait se débarrasser d'eux tous en même temps, ce qui choqua Zenos quand il réalisa qu'il ne voulait pas dire se débarrasser d'eux tous en même temps, c'était une nuance importante. Quand le professeur lui demanda d'expliquer ce qu'il avait dit, il lui répondit qu'il avait l'habitude d'aller dans le labyrinthe inférieur qui grouillait de fantômes, et avait découvert que la meilleure façon de les gérer était d'utiliser un sort de guérison sur autant d'entre eux que possible en même temps, c'était sa méthode. Le professeur fut choqué en réalisant qu'il parlait du labyrinthe de Gamertown, car les équipes du classement auraient hésité grandement à s'aventurer dans cet endroit, ou même à envisager de l'explorer. Pendant ce temps, Cress ressentait une haine profonde envers lui, et refusait catégoriquement de croire que ce qu'il racontait était la pure vérité. Après le cours, il s'assit à côté de lui et lui conseilla de ne pas dire n'importe quoi juste pour se faire remarquer. Zenos lui répondit qu'il n'avait aucune intention de se distinguer, pas du tout. Puis le cours suivant commença, portant sur les cercles magiques, et Zenos, ne comprenant rien, trouva plus judicieux de soigner directement le patient plutôt que de perdre son temps précieux à les dessiner. Lorsque le professeur demanda à un élève de venir dessiner son meilleur cercle magique au tableau, Cress leva la main, comme à son habitude, désirant ardemment être le centre de toutes les attentions, tel le personnage principal d'un animé scolaire. Après avoir terminé son dessin, le professeur exprima son admiration pour son talent et lui proposa de rejoindre son équipe de laboratoire, ce qui gonfla l'ego de Cress. Il lui répondit qu'il travaillait déjà pour Goldrin, un fait bien établi. Alors, il lui vint à l'esprit d'embarrasser Zenos et il suggéra au professeur de l'inviter à dessiner un autre cercle magique. Zenos se sentit pris au piège et décida de tracer le seul cercle magique que son maître lui avait enseigné il y a bien longtemps. Alors que Crest pensait l'avoir surpassé, le professeur fut stupéfait de voir le cercle de Zenos qui dépassait les limites de la magie de guérison ordinaire. Quand le professeur lui demanda ce que c'était, Zenos lui expliqua que c'était un cercle capable d'invoquer des organes et d'aider à régénérer ceux qui manquaient aux patients. Le professeur fut surpris en réalisant que Zenos avait combiné plusieurs composants en un seul cercle et lui dit que son activation nécessitait une quantité considérable d'énergie magique. Zenos l'activa devant lui dès qu'il posa sa main dessus, lui expliquant que cela ne lui était pas vraiment utile et qu'il pensait qu'il serait préférable pour le guérisseur de restaurer le membre perdu en utilisant une magie plus conventionnelle. Le professeur l'attrapa alors et lui dit qu'il avait absolument besoin de lui pour rejoindre son équipe de laboratoire. Quelques jours plus tard, la nouvelle parvint à Goldran qu'un étudiant intéressant se trouvait à l'école. Mais il n'y prêta aucune attention lorsqu'il apprit qu'il n'était qu'un simple étudiant en recherche spéciale, rien de plus. Puis l'un de ses subordonnés entra et lui annonça que de nombreux morts vivants étaient apparus au cimetière de Sala. Il ordonna à Zenos de s'occuper de cette affaire. Puisqu'il prétendait pouvoir détruire 30 fantômes d'un seul coup, il décida de lui offrir une place dans son équipe de laboratoire s'il prouvait la véracité de ses dires. D'autre part, Zenos raconta à Lily et Carmilla sa prochaine mission. Lily fut surprise qu'on lui ait confié la tâche d'éliminer des fantômes dans un cimetière. Puisque les cimetières sont censés être les lieux qui attirent le plus ce genre de créatures, il lui expliqua que de tels incidents sont plutôt rares dans les cimetières sous la surveillance attentive de l'église. Le soir, Zenos accompagna ses collègues et les observa s'occuper des fantômes dans le cimetière. Il trouva leur méthode inefficace car ils ne traitaient qu'un ou deux fantômes avec un seul sort. Lorsque le nombre de spectres autour d'eux augmenta considérablement, Cress sentit que son heure était venue, que sa vie touchait à sa fin. Alors Zenos intervint et utilisa son pouvoir de guérison à grande échelle, aux grandes dames de Cress et à l'étonnement d'Uman. Après avoir réussi à éliminer tous les fantômes d'un seul coup, Cress tenta de s'attribuer tout le mérite, comme à son habitude, et tout le monde le crut rapidement. Eumen intervint et leur dit que Zenos l'avait fait, mais il le nia et ordonna à ses collègues d'aller rapporter ce qui s'était passé aux autorités compétentes. Alors qu'il partait, il s'approcha de Zenos et exprima son agacement face à sa présence parmi eux, et son apparition étrange sortit de nulle part. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Zenos leur dit que les fantômes n'étaient pas encore vraiment morts. Quand ils se tournèrent vers lui, ils furent choqués de voir le roi des zombies émerger de sous la terre, tel un croque-mort sinistre. Mais le plus grand choc fut pour Cress lorsqu'il découvrit que tout le monde plaçait désormais tous ses espoirs en lui pour le vaincre. Il se sentit piégé, et quand il regarda Zenos et Uman pour obtenir de l'aide, ils firent semblant d'être stupides afin qu'il les laisse gérer la situation seuls, comme s'il ne voulait absolument pas de leur interférence. Il fut contraint d'essayer de gagner un peu de temps pour ses compagnons, en attendant l'arrivée des renforts. Alors qu'il était sur le point de se faire dessus de peur, il se précipita vers le roi des zombies, comme s'il voulait être le tout premier personnage à mourir dans un film d'horreur. Puis il utilisa son bâton pour l'attaquer avec détermination, mais pour le monstre ce n'était qu'une simple piqûre de moustique, sans plus. Même si Cress utilisa son meilleur sort, il finit par souffrir énormément en luttant pour esquiver les attaques incessantes du roi des zombies. Pendant ce temps, Zenos et Uman observaient la scène, ne manquant plus que du popcorn au caramel pour parfaire le spectacle. Alors Uman réalisa que le roi des zombies était la cause de l'augmentation du nombre de fantômes apparaissant dans le cimetière. Zenos pensa que quelque chose n'allait pas et comprit rapidement que Cress faisait semblant d'être faible pour une raison bien particulière. Uman fut surprise par sa conclusion et lui dit qu'elle préférerait ne pas l'aider quoi qu'il arrive. Zenos lui répondit qu'en réalité, elle s'inquiétait pour lui. Uman fut étonnée qu'il l'ait remarqué et expliqua qu'elle se contenterait de ramasser ses restes après sa mort, c'est tout. Alors que Cress se débattait, il tenta d'utiliser l'une de ses capacités magiques, mais finit par recevoir un coup retentissant du roi des zombies, qui le saisit ensuite et s'apprêtait à le dévorer comme une simple collation sans plus attendre. Cress n'eut d'autre choix que de crier à l'aide, et c'est alors que Zenos intervint et utilisa son super pouvoir pour anéantir complètement le monstre, le faisant disparaître.
Après en avoir fini avec la créature, Cress commença à se plaindre comme un enfant à propos de son aide, alors Oumain lui rappela que c'était bien lui qui avait hurlé au secours, alors que Zénos réalisait que les morts-vivants sont attirés par le plus fort d'entre eux. Pour mettre fin à la dispute entre ses collègues, il s'excusa d'être intervenu et d'avoir aidé Cress sans permission. Zénos rentra chez lui et raconta à Carmilla et Lily ce qui lui était arrivé et ce qu'il avait finalement conclu. Que les morts-vivants sont attirés par le plus fort d'entre eux. Carmilla fut flattée en réalisant que c'était elle qui attirait les autres morts-vivants. Elle demanda alors à Zénos s'il avait l'intention de la chasser après cette découverte, bien sûr, mais il pensa que la garder à ses côtés la maintiendrait en sécurité. Elle fut surprise qu'il lui demande de rester près de lui, même si les fantômes comme elle étaient détestés par absolument tout le monde. Mais elle se sentit heureuse et lui dit en plaisantant qu'elle ne cesserait jamais de l'embêter, c'est promis. Le lendemain, Cress fut honoré comme la personne ayant accompli des actes héroïques lors de la mission d'élimination des morts vivants, tandis que Zénos fut considéré comme n'ayant pas été à la hauteur des attentes de Goldrin. Cress se sentit confus de recevoir le crédit pour quelque chose qu'il n'avait absolument pas fait, alors il admit que Zénos possédait un pouvoir incroyable et que c'était lui qui avait vaincu les hordes de zombies et leur roi. Après son départ, Cress sentit qu'il était désormais sur un pied d'égalité avec Zénos, l'ayant ainsi remboursé pour lui avoir sauvé la vie, une dette effacée. Pendant ce temps, Zénos fut surpris lorsque Baker lui annonça qu'il avait été convoqué par le laboratoire de recherche de Goldrin. Zénos pensa qu'il pourrait s'en sortir en désignant Cress comme celui qui s'occuperait des zombies devant tout le monde, une idée astucieuse. Alors Baker lui dit qu'il était temps de réellement commencer la mission et qu'il devrait aller rencontrer Goldrin. Il ajouta que Goldrin était une personne très influente, bénéficiant du soutien de la majorité. En plus de sa précision dans les questions d'autorité et de rang, Zénos se demanda si Baker était censé être d'un rang supérieur au sien, étant lui-même un guérisseur distingué et reconnu. Baker lui explique que le pouvoir politique et les titres ne correspondent pas toujours, d'autant plus qu'il a obtenu sa position grâce au développement de médicaments. Zénos n'a d'autre choix que de rencontrer Goldran. Et quand il va le voir, Goldrin lui demande en quoi il est doué, et il lui répond qu'il n'utilise que la magie de guérison, et rien d'autre. Goldrin ne se souciait guère de lui, et lui dit qu'il devrait aspirer à acquérir de plus grandes compétences s'il recherchait le pouvoir. Car les guérisseurs jouissaient d'une certaine influence, même si la classe dirigeante seule récoltait la plupart des bénéfices, c'était une réalité. Il déclara qu'il avait l'intention de faire partie de la classe dirigeante, afin de garantir les avantages que les guérisseurs obtiendraient durant son règne. Il demanda ensuite à Zénos de redessiner le cercle magique qu'il avait tracé en classe. Et s'il le trouvait utile, il l'accueillerait avec plaisir au sein de son équipe de recherche, sans hésitation. Zénos se demanda quel bénéfice ce cercle magique apporterait réellement. Goldrin lui expliqua qu'il voulait tester ses connaissances en magie de guérison, car il y avait des principes fondamentaux à observer dans ce domaine, et s'il ne les respectait pas, cela signifierait qu'il n'avait pas reçu de formation formelle, une lacune importante. Lorsque Zénos dessina le cercle magique, il le trouva intéressant et conforme aux principes de base, et Zénos fut alors officiellement autorisé à rejoindre l'équipe de recherche de Goldrin, et dès le lendemain matin, sans plus attendre, le lendemain, Zénos fut surpris de voir Goldrin marcher avec ses étudiants comme s'il formait une bande en route pour aller botter les fesses de quelqu'un. Puis il aperçut par hasard Cress marchant avec eux qui lui dit de se ranger à leur côté, sans tarder. Quand il réalisa qu'il faisait désormais partie de l'équipe de recherche, il lui dit qu'il devait respecter les règles et qu'il devait savoir qu'il était là grâce à sa recommandation personnelle. Zénos lui demanda pourquoi il l'avait recommandé, et il lui répondit sans la moindre hésitation qu'il comptait bien l'utiliser pour obtenir la position la plus élevée au sein de l'équipe, c'était son plan. Zénos lui dit sarcastiquement de faire de son mieux pour atteindre le sommet, puis l'interrogea sur la procession, et il s'avéra que Goldran effectuait ses rondes habituelles pour vérifier l'état de ses patients, comme à son accoutumée. Zénos demanda s'il avait besoin de tous ses étudiants à chaque fois, et Crest lui expliqua que c'était davantage une question de montrer son autorité à tout le monde en marchant avec tous ses étudiants derrière lui, et que Goldrin ne rendait visite qu'aux patients les plus riches et les plus nobles, c'était une règle bien établie. Zénos était curieux d'observer de près ce que Goldrin faisait, alors il dépassa ses collègues et se tint à une courte distance derrière lui. Il constata que Goldrin traitait ses patients avec l'aide précieuse de ses collègues les plus expérimentés de l'équipe, une pratique courante. Alors il retourna vers Crest pour l'interroger sur ce sort. Crest lui expliqua que la spécialité de Goldrin était la magie de transfert de santé, qui transférait la force vitale d'une personne à une autre pour la guérison. Ce type de magie promettait des résultats absolument extraordinaires pour l'avenir. C'était une certitude, même si le magicien utilisant le sort n'était pas suffisamment puissant, grâce au nombre de donneurs qu'il pouvait solliciter pour lancer le sort, Zénos comprit pourquoi il déambulait parmi les patients, accompagné d'un si grand nombre d'étudiants, c'était désormais clair, alors que Crest lui expliquait que c'était une partie de la raison, la principale était en fait l'élection du directeur, car le directeur actuel de l'hôpital était sur le point de prendre sa retraite. Goldran voulait donc s'assurer le plus grand nombre de voix en prévision de l'élection à venir, c'était son objectif principal. Il exprima ensuite sa joie face à la victoire imminente de Goldran, car c'était le raccourci le plus approprié vers le sommet pour un étudiant comme lui. Zénos se demanda s'il connaissait quelqu'un nommé Alfred, et Cress lui répondit qu'il ne le supportait absolument pas, et le décrivit comme un véritable imbécile. Sans plus, quand il lui demanda ce qui lui était arrivé avant sa disparition, Cress lui expliqua qu'il avait été invité à dîner, et qu'il avait disparu depuis, car Goldran avait l'habitude d'organiser des dîners de temps à autre, invitant ses étudiants préférés, ceux qu'il estimait le plus. Le soir, Zénos alla voir Baker et lui transmit toutes les informations qu'il avait recueillies, pensant que sa mission était terminée. Mais Baker lui dit qu'il y avait encore quelque chose qu'il pouvait faire, surtout après avoir obtenu une bonne piste, même si ce n'était pas encore une preuve suffisante pour faire tomber Goldrin, pas tout à fait. Il lui dit ensuite qu'il devait faire un effort pour se rapprocher de Goldrin afin de pouvoir infiltrer l'un de ses dîners privés, en échange d'une somme d'argent supplémentaire, une fois la mission accomplie.
Zénos accepta l'offre et lui demanda de lui révéler tout ce qu'il savait sur son professeur, quel que soit le résultat final de la mission, sans rien omettre. Baker laissa alors tomber les pièces et lui demanda lesquelles il ramasserait en premier s'il était à sa place, et s'il voulait les rapporter au bureau, et s'il croyait que toutes les âmes avaient une valeur égale, sans distinction. Avant que Zénos ne puisse répondre, Human les interrompit et dit à Baker qu'il avait une réunion à laquelle assister et qu'il devait y aller. Alors il partit après lui avoir dit qu'il comptait sur lui entièrement. Le lendemain, Cress confia à Zénos la tâche de s'occuper du Chiyo de Goldrin. Et il se demanda si c'était la nature du travail de Cress au laboratoire avant son arrivée, une question légitime. Cress lui dit fièrement qu'il avait l'habitude de nourrir le Chiyo, de le promener, de le nettoyer et de le peigner avec soin. Il ajouta que Goldrin était actuellement en réunion avec les 7 nobles dont il cherchait à se rapprocher, aspirant à occuper un jour leur position afin de pouvoir obtenir tout ce qu'il désirait, des mets raffinés, de belles femmes, et des serviteurs à qui donner des ordres sans la moindre restriction. Zénos réalisa qu'il cherchait l'argent et le pouvoir, et Crest lui expliqua que c'était la chose la plus importante pour lui, car la magie de guérison n'était pas un miracle, et échouait parfois face à certaines situations complexes. C'est pourquoi il avait abandonné ses rêves antérieurs de devenir un guérisseur habile qui sauvait des vies et guérissait les maladies graves, une triste réalité. Pendant qu'ils parlaient, ils trouvèrent une personne qui ressemblait à un sans-abri, parlant sarcastiquement à Cress, car il faisait toujours son travail de s'occuper du chiot de Goldrin. Cress l'appela bon et celui-ci s'approcha du quiote, exprimant son mécontentement envers lui parce qu'il semblait arrogant. Tout comme son maître, c'était évident. Puis, avant de partir, il lui dit qu'il n'atteindrait pas le sommet par la flatterie seule, c'était une certitude. Zénos s'enquit de l'identité de Bon. Et Cress lui expliqua qu'il était le premier secrétaire de Goldran et qu'il passait toujours son temps ivre pendant la journée, travaillant à peine, une habitude bien connue. Comme il était un vieil ami de Goldran, Cress ressentait du ressentiment qu'une personne comme lui occupe une telle position, simplement en raison de sa relation avec Goldran. Soudain, Bon leur lança sa bouteille, ce qui fit paniquer le chiot et le fit s'enfuir à toute vitesse, effrayé. Cress le poursuivit mais le chiot finit par être heurté par une voiture. Cress se précipita pour le soigner mais en vain sans succès. Zénos conclut qu'il se rétablirait si l'hémorragie cessait. Crest lui dit que les effets de l'accident resteraient sur le corps du chiotte et que tout serait fini une fois que Goldrin découvrirait ce qui s'était réellement passé, ce serait la catastrophe. Zénos décida d'intervenir et lança un sort de guérison sur le Chiyo. Crest fut choqué lorsqu'il réussit à soigner le Chiyo et à refermer sa blessure comme s'il n'avait jamais été blessé, c'était incroyable. Zénos ramassa ensuite le Chiyo et lui dit qu'il devrait se reposer aujourd'hui afin de pouvoir marcher et reprendre ses activités normales dès le lendemain, sans problème. Crest ressentit du ressentiment qu'il fasse délibérément semblant de faire partie de l'élite et lui dit que s'occuper du Chiyo était son travail et le sien seulement. Le soir, Zénos croisa Eumène sur son chemin et elle lui demanda de l'accompagner pour une promenade, une simple balade. Il se demanda si elle avait quelque chose à lui dire et la trouva bientôt en train de s'excuser auprès de lui, lui expliquant que si elle avait été plus forte, elle aurait attiré l'attention de Goldrin et qu'il n'aurait pas eu besoin de l'impliquer dans cette mission dès le départ, c'était une évidence. Il lui répondit qu'il n'était pas fâché à ce sujet, tant qu'il était payé pour cela, c'était l'essentiel. Et que sans cette mission, il n'aurait pas pu mettre les pieds à l'hôpital royal et en apprendre davantage sur son professeur. Woman fut soulagé qu'il soit satisfait de sa situation actuelle et lui dit de venir la voir s'il avait besoin d'aide à tout moment. Quand elle l'interrogea sur son professeur, il lui dit qu'il semblait suspect, c'était une impression. Mais il lui avait appris à lire et à écrire, l'avait aidé à découvrir le monde extérieur, et lui avait tant enseigné qu'il sentait qu'il lui devait sa vie, littéralement. Elle sentit que leur relation était similaire à la sienne avec Baker, car c'était lui qui l'avait formée lorsqu'elle avait décidé de devenir thérapeute. Mais il avait fini seul après que sa petite amie l'eût quitté à cause de son immersion excessive dans le travail, une triste réalité de sa vie, et elle s'occupait de lui parce qu'il était son oncle, après tout. Zénos voulut en savoir plus sur la recherche. Alors elle lui expliqua que ses recherches portaient sur le stockage des médicaments et les facteurs appropriés pour leur conservation, et que cela lui semblait de plus en plus ennuyeux à mesure qu'elle s'y plongeait. C'était une évidence. Il lui dit que les choses les plus importantes sont toujours ennuyeuses, comme son professeur le lui avait dit un jour. Eumène le trouva intéressant. Et alors qu'ils se dirigeaient vers l'hôpital, ils trouvèrent Cress courant vers eux, les suppliant de l'aider après s'être mis dans une situation délicate. Une fois de plus, d'autre part, Goldran dînait avec Lord Fennel, qui lui demanda d'examiner sa fille, laquelle avait soudainement développé une éruption cutanée qui s'aggravait de jour en jour. Il soupçonnait qu'elle aurait pu contracter une étrange maladie faciale, une affection des plus singulières. Après que Lord Fennel lui suppliait de trouver un traitement approprié pour l'état de sa fille, Goldran retourna à son bureau et s'assit, réfléchissant à la possibilité de recourir à l'amputation de la partie de son corps affectée par l'éruption, s'il ne parvenait pas à trouver suffisamment de donneurs pour utiliser la magie de guérison, une solution extrême, puis il se souvint que la jeune fille refuserait de subir une séance de traitement magique, comme Fennel le lui avait dit, ce qui le forcerait à recourir à l'aide d'un ou deux de ses étudiants au maximum, et pas plus. Alors il décida d'aller vérifier l'état de son chien pour calmer un peu ses nerfs, c'était une nécessité. En chemin, il croisa Bon qui lui raconta l'accident qui était arrivé à son chien. Il pensa que Bonz était celui qui l'avait blessé, alors il se sentit en colère d'être faussement accusé, et lui dit que son étudiant l'avait soigné comme si rien ne s'était passé, c'était un fait avéré. Il se précipita pour vérifier l'état du chien, et fut surpris de constater qu'il allait bien, et qu'il n'y avait aucun signe de blessure, c'était étonnant. D'autre part, Cress raconta à Human et Zénos la tâche qui lui avait été confiée, à savoir soigner la fille de l'un des 7 nobles, et leur demanda de garder cela absolument secret. Zénos lui dit qu'il pouvait laisser l'éruption disparaître d'elle-même si la blessure était superficielle, ou la retirer si nécessaire. Mais Crest lui expliqua qu'elle ne pourrait assister à aucun événement social dans cet état,
car l'éruption s'était étendue sur une grande partie de son visage, et le processus de retrait laisserait une cicatrice importante, la rendant passible d'être accusé d'avoir défiguré le visage d'une des nobles, ce qui serait une catastrophe sociale. Eumen se demanda pourquoi il avait été spécifiquement assigné à son cas, et il répondit fièrement que son professeur Goldran avait enfin reconnu son génie et son habileté en magie de guérison. C'était une grande nouvelle. Mais elle réalisa vite qu'il essayait de mentir ou de s'encourager lui-même pour se sentir un peu mieux. En réalité, il admit ensuite que Goldran l'avait assigné à ce cas après avoir appris ce qui était arrivé à son chien sous sa garde. Quand il demanda de l'aide à Zénos, Lily les rejoignit, portant des tasses de thé. Cress fut surpris de la voir là. C'était inattendu. Et quand Eumen lui dit qu'elle était la sœur cadette de Zénos, il fut surpris qu'il ne lui ait pas dit auparavant qu'il avait une sœur aussi charmante. C'était une révélation. Lily lui fut reconnaissante, mais elle s'approcha de Zénos et dit à Cress qu'elle lui appartenait, et à personne d'autre. Alors peu importe à quel point il la flatterait, ce serait totalement futile, sans aucun effet. Le lendemain, Goldrin, Zénos et Cress furent convoqués par Fennel, qui leur expliqua que la situation sanitaire de sa fille s'était compliquée après qu'elle eut refusé de subir une intervention chirurgicale et qu'elle avait fini par s'enfermer dans sa chambre, sans vouloir en sortir. Quand il leur demanda d'essayer de la convaincre de se soumettre au traitement, les trois allèrent avec lui dans sa chambre et tentèrent de la persuader que tout irait bien grâce à l'expérience et à l'habileté de Goldran. C'était une certitude. Après qu'il lui eut promis cela, Charlotte s'approcha de la porte et lui rappela qu'il avait promis de lui acheter un manteau en fourrure de renard de feu, mais qu'il n'avait pas tenu sa promesse. Pas du tout. Goldran commença à lui parler et lui demanda de lui accorder sa confiance la plus totale, mais elle refusa catégoriquement et lui dit qu'elle ne permettrait pas qu'une seule lame s'approche de son visage. C'était hors de question. Elle l'accusa de vouloir défigurer son visage pour plaire à la jeune fille qui lui en voulait. C'était son intime conviction. Alors Cress eut une idée et expliqua à Zénos qu'il comptait la persuader de subir l'opération. Et une fois rétablie, elle finirait par tomber amoureuse de lui, puis ils se marieraient, et il deviendrait ainsi facilement un noble sans effort. Zénos se moquait éperdument de son plan répugnant. Il demanda ensuite à Goldran et Fennel de lui permettre d'essayer de la convaincre. Dès qu'il commença à parler, il reçut une insulte cinglante de Charlotte, qui le traita d'assistant méprisable après qu'il se fut présenté à elle. Il finit par revenir en larmes auprès de Zénos. Zénos vit Goldran le fixer et comprit que c'était son tour d'essayer de convaincre Charlotte. Charlotte fut surprise par la foule devant sa chambre, et avant qu'elle ne puisse l'insulter de sa langue acérée, il lui dit que c'était tout à fait acceptable si elle ne voulait pas subir l'opération. Il ajouta qu'elle pouvait très bien vivre avec la maladie et qu'elle finirait par avoir une tache sur le visage qui la ferait ressembler à une vieille femme. Mais elle s'habituerait vite à sa nouvelle apparence, donc elle n'avait pas besoin de se forcer à suivre un traitement, pas du tout. Après qu'il eut fini de parler, Goldran se mit en colère et commença à le réprimander, mais ils furent surpris de la voir sortir de sa chambre, après avoir réagi à ses paroles, et choisi le traitement plutôt que de devenir une vieille mégère. Après être entrée dans sa chambre, elle se demanda si ce qu'il venait de lui dire était réellement vrai. Cress tenta d'engager la conversation avec elle, mais elle lui dit de fermer sa bouche car elle ne voulait pas que son haleine fétide pollue l'air de sa chambre. Goldran lui annonça que son visage ressemblerait à celui d'une vieille femme dans un mois, tout au plus. Elle se mit à pleurer, leur disant qu'elle ne voulait pas subir d'opération. Mais en même temps, elle ne voulait pas que la maladie reste sur son visage. Son père tenta de la convaincre que Goldran s'occuperait des cicatrices laissées par l'opération sans aucun problème, mais elle leur dit qu'elle n'accepterait que s'il garantissait que l'opération ne laisserait aucune cicatrice sur son visage. Puis elle partit rapidement. Quand elle s'assit sur le balcon, au milieu de ses cages à oiseaux, Zénos la rejoignit discrètement. Elle se sentit en colère et lui dit que leur présence polluait encore plus sa chambre. Zénos remarqua qu'un des oiseaux était blessé, alors il le sortit de sa cage. Charlotte lui expliqua qu'elle l'avait trouvé dans le jardin la veille, incapable de voler, malheureusement, puis elle se sentit frustrée en constatant une ressemblance entre eux, car elle ne pourrait plus porter de robe, ni danser aux fêtes comme elle le souhaitait, et elle finirait par être oubliée avec le temps qui passe. Zénos lui demanda si elle voulait guérir, vraiment. Elle lui dit qu'elle voulait guérir sans que son visage ne soit couvert de cicatrices. Charlotte fut surprise qu'il ait pu soigner l'oiseau et le faire voler à nouveau. Alors elle lui demanda si elle aussi pourrait retrouver sa vie normale comme lui, un jour. Il lui dit qu'il pouvait l'aider si elle le voulait, et elle accepta de subir l'opération. Après cela, Goldran et ses disciples se préparèrent à commencer l'intervention et leur dire qu'elle devait réussir, coûte que coûte, quoi qu'il arrive. Quand il vit Cress transpirer abondamment, Zénos décida de prendre en charge l'opération sous la supervision de Goldran. Mais Goldran assigna rapidement Cress à commencer l'intervention. Il saisit nerveusement le scalpel, les mains tremblantes, et Zénos le prévint que sa peur excessive ne ferait qu'aggraver les choses. Cress fut surpris qu'il prenne la situation si à la légère. Alors Zénos décida de l'aider et lui dit qu'il lui chuchoterait les instructions, pas à pas. Cress lui fit confiance et commença l'opération. En travaillant, il remarqua que les racines de la maladie étaient entrelacées avec les nerfs faciaux de Charlotte. Quand il pensa à couper les nerfs faciaux, Goldran lui dit que son apparence changerait, car réparer les nerfs est bien plus difficile que de réparer la peau du visage, c'est un fait. Cress envisagea de refermer la plaie et de laisser la situation telle qu'elle, espérant qu'il pourrait la convaincre de subir une autre opération à l'hôpital royal, plus tard, dans de meilleures conditions. Cependant, ce n'était pas une bonne idée pour Goldran, et il ne voyait pas d'autre option que de retirer la tumeur en coupant les nerfs faciaux, préférant cela à l'échec de l'opération et au retour de la maladie, ce qui nuirait gravement à sa réputation de professeur, c'est certain. Quand il trouva Cress figé, il le saisit et le força à procéder à l'ablation de la maladie.
Après qu'il l'eut fait, Goldraan voulut l'utiliser comme appât et le blâma d'avoir ignoré ses ordres et d'avoir coupé les nerfs faciaux de Charlotte sans sa permission, ce qui était inacceptable. Cress fut choqué en réalisant que Goldraan l'avait abandonné et l'avait délibérément blâmé pour l'échec de toute l'opération, tandis que Goldraan décidait de la transférer à l'hôpital royal dès le lendemain, pour réparer ses nerfs en utilisant la magie de guérison, bien sûr. Zenos intervint pour sauver la situation et leur dit qu'ils avaient dû couper les nerfs parce que les racines de la maladie étaient trop profondes et qu'il ne restait plus qu'à réparer les nerfs faciaux. Quand Fennel entra pour vérifier la situation, Zenos lui assura que sa fille irait bien et qu'il n'y avait aucun besoin de la transférer à l'hôpital royal. Absolument aucun. Goldraan se sentit confus quand Zenos intervint et dit à Fennel que tout allait bien, tandis que Zenos pensait qu'il devait être digne de confiance envers Charlotte, qui avait décidé de compter sur eux pour retrouver sa vie normale, son existence d'avant. Il commença alors à utiliser ses pouvoirs pour réparer les nerfs endommagés. À l'étonnement de Goldraan et Cress, il réussit à éradiquer complètement la maladie et à refermer la plaie sans laisser la moindre trace, c'était incroyable. Après que Charlotte se fut réveillée, elle saisit rapidement le miroir pour voir son visage et se mit à pleurer en réalisant qu'elle était complètement guérie. Et son visage était aussi beau qu'avant. Son père lui dit que Goldraan avait bien agi pendant l'opération et décida de lui apporter son soutien total lors des prochaines élections du directeur de l'hôpital en échange d'avoir sauvé sa fille. C'était une évidence, mais Charlotte se rappela qu'elle ne connaissait pas encore le nom de Zenos et pensa à le lui demander. Il lui dit qu'il ne connaissait pas son nom et ne se suait pas de la question, alors le serviteur leur annonça que son nom était Zenos. Charlotte se rendit sur le balcon et continua d'observer l'oiseau voler près d'elle, lui étant profondément reconnaissante. Le lendemain, Zenos aidait Humine à transporter les doses de guérison, et quand il s'enquit de leur grand nombre, elle lui expliqua qu'elles contenaient des mélanges expérimentaux fabriqués par Baker. Il était curieux de savoir sur quel genre de médicaments il travaillait exactement. Elle lui dit que même Baker ne savait pas ce qu'elles étaient, car tout ce qu'il faisait était de répéter les expériences avec quelques modifications, espérant découvrir un nouveau remède. Pendant qu'il parlait, Baker les rejoignit, et leur annonça que ces composés seraient particulièrement précieux cette fois-ci, c'était une certitude. Il interrogea ensuite Zenos sur l'opération qu'il avait pratiquée sur Charlotte, et s'attendait à ce que Goldraan commence à lui montrer un certain respect. Avant qu'il ne puisse répondre, Cress les rejoignit et leur annonça qu'ils avaient été invités à un dîner organisé par Goldraan ce soir-là. Eumen était heureuse pour Cress et lui dit qu'il pourrait enfin obtenir la promotion qu'il attendait depuis si longtemps. Il était ravi car il deviendrait une personne de grande valeur après toutes ses souffrances. Puis il dit à Zenos de se préparer car le dîner aurait lieu ce soir-là, sans faute. Il partit rapidement tandis que Baker félicitait Zenos pour son succès à se rapprocher de Goldraan grâce à cela et lui dit que sa mission était presque terminée. Quelques jours plus tard, Zenos assista au banquet de Goldraan, accompagné de plusieurs de ses disciples talentueux et proches comme prévu. Goldraan leur parla des prochaines élections pour le poste de directeur de l'hôpital royal, et qu'il était sur le point de remporter l'élection car il avait un grand nombre de voix. Il ajouta que toutes les personnes présentes au banquet d'aujourd'hui faisaient partie de l'élite et étaient les meilleures choisies pour faire partie de son groupe, sans aucun doute. À ce moment-là, Cress décida de commencer à pratiquer son passe-temps favori, flatter les vies, afin de gagner leur confiance et leur influence. D'autre part, Zenos et Lily commencèrent à travailler sur leur mission et à se mêler aux invités de la fête pour obtenir le plus d'informations possible, c'était leur objectif principal. Indirectement, Zenos conclut qu'Alfred s'était occupé des liens de l'ivrogne avant sa disparition. Il décida donc d'aller lui parler personnellement. Quand il l'interrogea sur Alfred, Bon lui dit qu'il lui avait une fois apporté de l'eau après qu'il eut perdu connaissance à cause de l'ivresse, et qu'il ne se souvenait de rien d'inhabituel, absolument rien. Il ajouta qu'il était un bon garçon contrairement aux autres, dont Goldraan l'avait mis en garde. Zenos fut surpris par le comportement de Goldraan envers la personne qu'il avait nommé son secrétaire privé. Tandis que Lily était curieuse de savoir pourquoi Bonze était devenu le secrétaire de Goldraan, il lui dit qu'ils étaient amis depuis longtemps, et quand elle voulut connaître leur histoire, il l'ignora et partit, sans un mot de plus. Zenos réalisa qu'il était très ivre, tandis que Lily insistait sur le fait que Bonze en savait beaucoup, même s'il ne se souvenait de rien pour le moment. Alors elle pensa à le faire boire encore plus pour qu'il leur raconte ce qu'il savait, et elle apporta 2 bouteilles de vin supplémentaires, sans hésiter. Alors ils firent boire tellement de vin à Bon qu'il ne pouvait plus rien voir tant il était ivre, et il continua de parler sans arrêt. Zenos tenta de découvrir quoi que ce soit sur la dernière fois que Bonze avait rencontré Alfred. Bon se souvint qu'ils étaient sortis prendre l'air, et Zenos eut alors l'idée de recréer les circonstances afin qu'ils puissent se souvenir plus clairement de ce qui s'était passé entre eux, dans les moindres détails, puis il emmena Bon au parc. Alors Bon s'approcha de lui, se présentant comme Goldraan, et l'informa qu'il deviendrait le directeur de l'hôpital après avoir de nouveau obtenu le soutien de Lord Fennel. Quand Zenos s'enquit de la question, on lui dit qu'il avait obtenu le soutien de Fennel 13 ans auparavant, ce qui était la raison pour laquelle il était devenu aussi influent qu'il l'était à présent, c'était une certitude. Il ajouta que ce jour-là, une forte explosion avait changé la vie de Goldraan, qui était bloqué dans ses recherches, et avait obtenu un poste de professeur à l'hôpital royal avec l'aide de Fennel. Bon perdit rapidement connaissance pendant la conversation, sans pouvoir en dire plus. Zenos sentit qu'il était sur le point de découvrir quelque chose d'important et arrêta son interrogatoire là. Il retourna ensuite avec Lily au palais. Et quand il sentit qu'il avait négligé quelque chose en recueillant des informations, il fut surpris de voir Carmilla apparaître derrière lui, sortie de nulle part, comme un fantôme. Elle lui dit qu'elle avait compris ce qui s'était passé d'après ce que Bon leur avait raconté.
Pendant ce temps, les trois chefs attendaient le retour de Zenos à la clinique à tout moment, et Louis se demanda sarcastiquement si Sofia et Linga avaient quelque chose à faire de traîner là, sans but précis, mais Zofia l'ignora, car il était inutile de discuter avec elle en l'absence de Zenos. Puis elle fut surprise quand l'un de ses partisans entra dans la clinique et lui annonça que son frère Zonde avait été gravement blessé dans un accident. C'était une terrible nouvelle. Elle se sentit inquiète et se demanda si elle devait attendre le retour de Zenos. Linga lui dit que son frère mourrait avant qu'il ne revienne, alors il devait emmener Zonde là où il se trouvait. Elle leur répondit que c'était impossible, car il ruinerait la mission secrète de Zenos, c'était impensable, mais ils la convainquirent que c'était une urgence et qu'il ne devait pas attendre. Elle décida de se préparer à partir. D'autre part, Carmilla raconta à Zenos tout ce qu'elle savait sur l'explosion survenue il y a 13 ans, lorsque Goldran avait sauvé la vie d'un des nobles ce jour-là. C'était une histoire complexe. Zenos réalisa que la personne blessée ce jour-là était Fenel, et que Goldran l'avait sauvée. Il lui devait donc une dette. Carmilla lui dit que ce n'était pas si simple. Sinon, il n'aurait pas délibérément caché l'accident toutes ces années, car il s'était produit dans des circonstances mystérieuses que certaines personnes voulaient garder secrètes, à tout prix. Elle se demanda si Goldran pouvait guérir complètement quelqu'un qui avait subi de graves blessures lors d'une explosion. Lily relia ensuite les événements et réalisa que la personne qui avait sauvé Fenel était inconnue, et après l'avoir sauvé, avait décidé de partir silencieusement, sans laisser de traces. Tandis que Goldran saisissait l'occasion d'apparaître sur les lieux et de prétendre que c'était lui qui l'avait sauvé, Bon connaissait la vérité, alors il profita des circonstances pour faire chanter Goldran et le forcer à le nommer son secrétaire privé. C'était une manœuvre habile. Zenos se demanda comment cela était lié à la disparition d'Alfred et supposa que Bonze lui avait peu être révélé le secret alors qu'il était ivre lors du dîner. Elle se sentit excitée d'avoir résolu le mystère de son point de vue, c'était une grande avancée. À ce moment-là, Cress les rejoignit pour leur présenter les nouvelles connaissances qu'il avait faites ce jour-là. Après que Lily fut partie avec lui, Zenos s'assit, réfléchissant à ce qu'il devait faire. Quand il relia les événements, il sentit que Fenel n'était pas la seule victime de l'explosion, ce qui signifiait que Goldran avait délibérément cherché une victime noble pour le rendre redevable de l'avoir sauvé. C'était une stratégie calculée. Puis il pensa que peut-être il avait utilisé sa magie de guérison avec l'aide des autres blessés pour soigner Fenel, ou qu'il les avait délibérément sacrifiés pour son propre bien. L'un des blessés était Alfred, qui n'acceptait pas ce que Goldran avait fait et pensait à se venger de lui. Mais toutes ces idées n'étaient pas fondées sur des preuves concrètes, il fallait plus d'éléments, alors il décida de raconter à Baker tout ce qu'il avait découvert jusqu'à présent, afin qu'il puisse juger par lui-même. Puis il remercia Carmilla d'avoir pris la peine de venir ici pour le voir dans des circonstances aussi dangereuses, c'était un geste appréciable. Elle se sentit honteuse et prétendit qu'elle n'était venue que pour l'embêter et s'amuser un peu. Après cela, Zenos retourna auprès des autres invités et fut surpris de les voir debout sur le balcon, fixant quelque chose au loin, avec une grande intensité. Cress lui dit qu'il y avait une agitation dehors, et quand il regarda, il vit Eumène en difficulté avec les gardes qui l'empêchaient d'entrer au banquet, et tentait de les convaincre qu'elle voulait lui parler. Puis il trouva Loi et les autres la rejoignant, accompagnés de Jang 2. Goldran était furieux de la présence de demi-humains dans son palais, et ordonna aux gardes de les expulser immédiatement, sans délai, mais ils finirent par tomber au sol devant la force brute de Linga. Puis Loi entra par le portail et commença à parler à Zenos, à l'étonnement des personnes présentes qu'il connaissait les demi-humains. Quand Goldran l'interrogea à ce sujet, il l'ignora et demanda à Lowy des nouvelles de la santé de Zonde, et elle lui dit que sa respiration était très faible, presque imperceptible. Alors Zolfia s'agenouilla devant lui et s'excusa d'avoir entravé son travail et le supplia de sauver son frère, qui était au bord de la mort. Quand il accepta sa requête, Goldran fut surpris par sa décision et menaça de l'expulser de son groupe s'il s'abaissait à sauver une bande de racailles. C'était une insulte pour lui. Zenos s'en moquait et choisit d'aller sauver Zonde. Avant de partir, il lui dit qu'il n'était qu'un guérisseur et ne se souciait pas de devenir l'un des élites. Puis il sauta du balcon avec Lily et se dirigea vers leur compagnon, laissant Cress sous le choc, incapable de croire ses yeux, complètement abasourdi. Goldran s'approcha de lui et lui dit que son avenir était terminé et qu'il s'assurait qu'il ne continuerait plus à pratiquer en tant que guérisseur à partir de maintenant. Il lui conseilla de ne pas être aussi stupide que lui. Cress se rappela ce à quoi il avait toujours aspiré. Une promotion, une belle maison et une femme attirante, c'était son rêve. Mais il ne put s'empêcher de penser à ce qu'il avait vécu avec Zenos et à ce qu'il avait appris sur la façon de devenir un véritable guérisseur. Cress réalisa que tout le monde le détestait parce qu'il le voyait comme avide et stupide, alors il décida de suivre Zenos et d'abandonner ses rêves et ses objectifs afin de devenir un guérisseur digne de ce nom, un vrai. Il annonça son retrait du groupe de recherche de Goldran avant de rejoindre Zenos. Pendant ce temps, Zenos constata que Zonde était gravement blessé, alors il utilisa ses capacités pour le guérir complètement, sans aucune séquelle. Après avoir fini de le soigner, il vit Cress se précipiter vers eux, mais il fut rapidement déçu de constater que tout était terminé si vite et regretta sa décision impulsive. Eumène s'approcha de lui et lui dit que ce qu'il venait de faire était la meilleure décision qu'il ait jamais prise, même s'il n'était qu'un simple fou, un peu naïf. Cependant, Cress resta rancunier et les blâma pour la décision qu'il avait prise. Quand Zulfia s'en quitte son identité, Zenos sourit et lui dit qu'il était comme un petit frère agaçant mais attachant. Le lendemain, Zenos accompagna Human chez Baker et lui raconta ce qu'il avait conclu de son analyse de la disparition d'Alfred. Baker se rappela qu'Alfred lui avait un jour mentionné qu'il avait eu un grave accident enfant et peut-être faisait-il référence à l'explosion qui s'était produite. Il devina alors qu'Alfred avait délibérément disparu et attendait la bonne occasion de se venger de Goldran.
Et il n'y avait pas de meilleure occasion que le jour où il prendrait ses fonctions de directeur de l'hôpital, c'était une évidence. Alors il décida d'assister à la cérémonie d'inauguration et remercia Zenos de lui avoir fourni suffisamment d'informations. Il lui dit que sa mission secrète était terminée. Mais il devrait rester un jour de plus pour finir ses travaux de recherche, c'était impératif. Alors Human lui dit qu'ils organiseraient une fête d'adieu spéciale pour lui avant son départ. Le soir, elle se rendit chez lui avec Cress, et ils s'assirent tous ensemble, profitant de leur temps à dîner et à discuter, dans une ambiance conviviale. Cress finit par s'enivrer et commença à dire n'importe quoi après avoir appris la vérité sur Zenos et la raison de sa présence à l'hôpital royal pendant toute cette période. Il lui demanda ensuite ce qu'il devait faire après son départ, c'était une question importante, et Zenos lui dit qu'il pourrait se débrouiller seul après son départ grâce à sa flexibilité. Pendant qu'il parlait, il vit Carmilla debout derrière un pilier et pensa qu'il était en train d'halluciner à cause des effets de l'alcool. C'était une vision étrange, mais Humaine fut surprise quand elle la vit s'approcher d'eux. Elle fut étonnée de trouver Zenos lui parlant si naturellement. Il lui dit que Carmilla était un fantôme au grand cœur. Quand il lui demanda pourquoi elle était apparue si soudainement, elle lui répondit qu'elle était en colère après que Cress eut bu son vin, car elle avait volé la bouteille pour la boire en secret. C'était un affront personnel. Elle menaça Cress de le maudire, lui et ses descendants, s'il buvait toute la bouteille seul la nuit après que tout le monde se fût endormi. Elle remarqua que Zenos était assis là, perdu dans ses pensées, alors elle lui dit qu'elle se sentait à l'aise avec la façon dont Cress et Human le traitaient sans discrimination après tout ce qu'il avait traversé dans sa vie. C'était un changement positif. Carmilla réalisa qu'il était triste de devoir leur dire au revoir, et retourna là où il appartenait. Il lui confessa qu'il n'était pas habitué à l'idée de dire adieu. Alors elle lui dit que rencontrer des gens, leur dire au revoir, puis les revoir si le destin le veut bien, est un cycle qui forme l'essence même de la vie humaine, une vérité fondamentale, et que c'est ainsi que l'on peut connaître l'étendue et la profondeur du monde. Le lendemain, Zenos fit ses adieux à Cress et Human avant son départ, et les remercia de s'être occupés de lui pendant cette période. Puis Human lui dit qu'elle avait un message pour lui de Baker, qui avait noté des informations sur son professeur comme ils en avaient convenu, c'était très important. Pendant que Zenos regardait le message, Baker tua Goldran et tous ses partisans. Avant l'accident, Goldran était à la fête, impatient d'être annoncé comme le nouveau directeur de l'hôpital royal. Fennel le rejoignit pour le féliciter pour son nouveau poste et lui exprima sa gratitude en tant que son sauveur. C'était un moment de triomphe. Goldran se rappela ce qui s'était passé 13 ans auparavant, lorsqu'il avait délibérément sauvé Fennel en voyant qu'il semblait noble et avait utilisé son pouvoir, et eut recours à d'autres donneurs parmi les blessés autour de lui pour le guérir. C'était une manœuvre calculée. Pendant qu'il travaillait à le sauver, il fut surpris de découvrir que Bonds avait pris des photos de ce qui s'était passé. Il fut donc contraint de le nommer son secrétaire privé et de lui accorder de nombreux privilèges pour assurer son silence. C'était une situation délicate. Après le départ de Fennel, Baker s'approcha de lui, portant une bouteille de vin. Il pensa qu'il était venu pour s'attirer les faveurs du futur directeur et l'interrogea sur Zenos, qui était venu sur sa recommandation, et lui dit qu'il était une perte de temps après avoir quitté son dîner pour sauver un groupe de demi-humains et le grand public, critiquant son comportement en disant que toutes les vies ne sont pas égales dans ce monde. C'était une déclaration choquante. Après cela, Fennel prononça un discours émouvant sur sa relation profonde avec Goldran, expliquant comment ce dernier lui avait sauvé la vie et insistant sur le fait que sans lui, il ne serait absolument pas là aujourd'hui. Goldrin l'interrompit brusquement, ne souhaitant absolument pas qu'il évoque à nouveau cette histoire. Fennel fut étonné qu'il ne veuille pas qu'il raconte à tout le monde son acte héroïque et courageux. Il le présenta ensuite à l'assemblée entière, afin qu'il puisse prononcer son discours en tant que futur directeur de l'hôpital royal. Lorsque Goldrin se tint devant tous, il ressentit que sa vie avait atteint son apogée, son point culminant, à cet instant précis. De l'autre côté, Zenos et Human découvrirent la photographie que Bonds avait prise 13 longues années auparavant. Human remarqua qu'au milieu des victimes de l'explosion se trouvait un jeune homme ressemblant étrangement à Alfred. Elle fut également surprise de voir une femme aux cheveux courts, souffrant de multiples blessures, qui lui semblaient étrangement familières. Pendant ce temps, Goldran reprit connaissance et fut stupéfait de constater que tous les invités de la fête étaient décédés. Puis il vit Baker s'approcher de lui pour lui révéler qu'il avait mélangé un puissant poison dans le vin que tout le monde avait bu, un type de poison qui provoque une perte de conscience progressive jusqu'à ce que la personne meure lentement en l'espace d'une heure seulement. Il ajouta qu'il lui avait délibérément administré une dose légèrement plus faible pour observer combien de temps il pourrait résister. Goldran fut choqué par cette trahison, et lorsqu'il lui demanda ce qu'il cherchait réellement, Baker lui répondit qu'il tentait de recréer précisément le moment tragique qui s'était produit 13 ans plus tôt. Il fut surpris qu'il sache ce qui s'était passé à cette époque lointaine. Alors Baker lui expliqua qu'il avait eu ses propres soupçons, mais qu'il les avait confirmés grâce à Zenos. Il ajouta qu'il avait utilisé la drogue dans le vin pour forcer Bonds à parler, et se considérait chanceux d'avoir découvert la photo prouvant ses agissements, car il s'avérait que Bonds en avait conservé une copie et ne l'avait pas entièrement détruite. Il accusa ensuite Goldran d'avoir délibérément sacrifié la vie de nombreuses autres personnes lors de l'explosion pour sauver celle du noble Fennel. Conformément à sa propre conviction que les vies ne sont pas égales, Goldran tenta de justifier son acte en affirmant qu'il serait de toute façon mort quoi qu'il arrive. Baker lui révéla que sa fiancée, Faye, figurait parmi les victimes qu'il avait sacrifiées pour Fennel. En plus d'Alfred, Goldran réalisa alors que Baker nourrissait une rancœur profonde et tenace depuis tout ce temps, attendant patiemment le moment opportun pour venger la mort tragique de sa fiancée. Baker lui expliqua ensuite qu'il aurait besoin d'une force considérable pour empêcher le poison de faire pleinement effet dans son corps, et lui demanda qui il choisirait de sacrifier et qui il déciderait de sauver. Goldran se sentit pris au piège et tenta de négocier avec lui, lui proposant l'antidote en échange d'une punition beaucoup plus clémente. Baker but le reste du vin empoisonné devant lui, puis lui déclara qu'il avait désormais une option supplémentaire.
croire qu'il possédait réellement l'antidote et qu'il le sauverait. Goldran ressentit une colère intense et commença à réfléchir sérieusement à qui il allait sacrifier parmi les personnes présentes. Alors il décida d'utiliser ses propres partisans pour se soigner lui-même. Baker lui fit remarquer qu'il pouvait sauver de nombreuses personnes car il détenait le plus grand pouvoir parmi tous. Comme sa dose de poison était la plus faible, Goldran lui rétorqua que sa vie était bien plus précieuse que celle des autres guérisseurs et que leur unique but était de le servir. Lui, Baker réalisa qu'il croyait toujours fermement que les âmes n'étaient pas égales, puis il commença à ressentir une faiblesse grandissante. C'est alors qu'il fut surpris par l'arrivée inattendue de Zenos, accompagné de Cress et de Men, qui lui annoncèrent qu'ils avaient découvert la photo dans sa chambre personnelle. Lorsqu'ils apprirent qu'il avait empoisonné toutes les personnes présentes à la fête, ils lui demandèrent la raison de son acte. Il leur expliqua que lui et sa fiancée, Faye, avaient été des guérisseurs novices pendant 13 longues années et que sa fiancée adorait son travail, espérant sauver le plus grand nombre d'âmes possible. Lorsqu'il apprit sa mort tragique dans l'explosion, il fut submergé par un chagrin immense et vécut dans un état de choc profond. Il ajouta qu'il aurait continué à avancer et à sauver de nombreuses vies, comme elle l'avait tant espéré, si ce qui s'était passé n'avait été qu'un simple accident fortuit et imprévisible. Cependant, avant de disparaître mystérieusement, Alfred lui avait révélé que l'accident était intentionnel et que Goldran y était directement impliqué. Il exprima ensuite sa profonde colère de ne pas pouvoir venger sa fiancée bien-aimée en raison du manque cruel de preuves et de la disparition inexpliquée d'Alfred. Il décida donc de solliciter l'aide d'un nouveau visage, Zenos, pour le retrouver ou du moins réussir à infiltrer le dîner et à obtenir des informations cruciales. Cress ressentit du ressentiment, même s'il compatissait sincèrement avec Baker et sa douleur face à ce qui était arrivé à sa fiancée. Cependant, il condamna fermement Baker pour avoir empoisonné des innocents dans sa quête de vengeance, lui rappelant que leur rôle de guérisseur était de sauver des vies et non de provoquer leur mort. Zenos fut d'accord avec lui et décida ensuite de répondre à la question de Baker, qui lui avait demandé quelles pièces il ramasserait s'il y en avait beaucoup éparpillées sur le sol. Il lui répondit qu'il les ramasserait absolument toutes. Baker fut étonné qu'il ait l'intention de sauver absolument tout le monde, et lorsqu'il lui demanda la raison de cette décision. Zenos lui expliqua que s'il n'intervenait pas, il finirait par provoquer un véritable massacre et que quelqu'un serait bien plus blessé si une telle chose se produisait. Puis il se tourna vers Eumen et lui dit qu'il sauverait tout le monde en échange d'une fête d'adieu qu'ils organiseraient pour lui. Car personne ne lui avait jamais dit qu'ils étaient tristes de le voir partir et il finissait toujours par être renvoyé. Baker lui fit remarquer qu'il serait extrêmement difficile de préparer l'antidote sans connaître précisément les ingrédients exacts du poison. Zenos pensa qu'il n'avait pas suffisamment de temps pour cela et utilisa son pouvoir à grande échelle pour soigner tous les blessés simultanément. Pendant que Baker parlait, il fut surpris que Zenos ait également utilisé son sort de guérison pour le traiter. Lui aussi, Zenos lui expliqua qu'il avait décidé d'engager une véritable course d'endurance entre le poison et sa puissante magie de guérison. Eumen et Cress décidèrent de l'aider et commencèrent à traiter les personnes infectées une par une, tandis que Zenos se tourna vers Baker et lui dit d'être reconnaissant que ses disciples soient en train de réparer tout ce qu'il avait si gravement gâché. Baker n'arrivait pas à croire qu'il puisse continuer à utiliser le sort de guérison pendant une si longue période. Puis il se rappela à quoi ressemblait sa fiancée. Une jeune femme noble, animée par des objectifs élevés et de grandes ambitions, mais qui avait fini par mourir à cause de l'avidité insatiable de Goldrin. Il ne pouvait donc pas supporter l'idée de devenir un méchant comme lui, le futur directeur de l'hôpital. Alors que les gens reprenaient progressivement conscience, Baker se demanda si toutes les âmes étaient réellement égales. Il sentit que cette question le rongeait sans qu'il s'en rende compte, et il eut le sentiment que Men et Cress avaient en quelque sorte hérité de l'esprit de sa fiancée, Feya, dans leur quête désespérée pour sauver les autres. Après cela, tout le monde reprit connaissance. Et Goldrin, lui, resta inconscient car Zenos avait délibérément choisi de ne pas le soigner. Quand il lui ordonna de le traiter, Zenos lui répondit qu'il ne faisait plus partie de son groupe et n'était plus du tout obligé de suivre ses ordres. Il regarda autour de lui et demanda à ses partisans de le sauver. Puis ils se souvinrent qu'ils avaient eu l'impression que leur vie s'épuisait pendant qu'ils étaient inconscients et ils soupçonnèrent que Goldrin avait l'intention de les sacrifier. Alors Zenos s'approcha de lui et lui dit qu'il se sentait épuisé et qu'il recevrait donc un paiement supplémentaire pour le soigner. Et puis, il lui tendit un morceau de papier sur lequel était inscrit le prix qu'il exigeait. Goldrin ressentit une vive colère et refusa catégoriquement de payer cette somme. Zenos s'apprêtait à partir et à le laisser mourir. Il n'eut donc d'autre choix que d'accepter de lui verser cette somme exorbitante, puis il découvrit Fennel debout derrière lui, le fixant d'un regard furieux, et réalisa qu'il s'était complètement et totalement exposé. Le lendemain, Baker fut soumis à un interrogatoire rigoureux. Et une fois celui-ci terminé, il constata qu'Eumen et Zenos étaient venus lui rendre visite. Il leur confia que c'était la toute première fois qu'il était interrogé de la sorte. Et lorsqu'il leur demanda comment ils avaient obtenu la permission de lui rendre visite, Zenos lui expliqua qu'il avait un vieil ami au sein de la garde royale. Cress les rejoignit ensuite, et Baker fut étonné de constater qu'ils se connaissaient tous. Zenos lui dit qu'il était venu avec Eumen pour lui poser quelques questions importantes, et Eumen lui demanda immédiatement s'il avait réellement empoisonné tout le monde lui-même la veille. Il avoua qu'il avait eu l'intention d'utiliser du poison pour créer une situation similaire à celle qui s'était produite 13 ans plus tôt, afin de forcer Goldran à avouer ses crimes sous une pression intense. Cependant, il n'avait pas eu recours à l'utilisation de poison, mais avait plutôt administré une drogue qui provoquait une paralysie temporaire du corps et présentait les mêmes symptômes qu'un véritable poison. Il ajouta que lorsqu'il avait bu le vin et commençait à ressentir de la fatigue, il avait cru avoir mal évalué la concentration de la drogue, mais il réalisa rapidement que quelqu'un d'autre avait altéré le vin et y avait ajouté une substance différente et que cette personne était très probablement Alfred.
Néanmoins, Baker insista sur le fait qu'il était toujours coupable car il savait qu'il y avait du vrai poison dans le vin et qu'il ne se souciait absolument pas si tout le monde, y compris lui-même, mourait pour obtenir sa vengeance. Cress leur expliqua qu'elle pouvait utiliser son autorité pour le libérer, étant donné qu'il n'avait pas eu l'intention d'empoisonner les autres. Eumen la supplia de faire absolument tout ce qui était en son pouvoir pour le faire libérer. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Baker posa des questions sur Alfred, qu'il avait rencontré plus tôt. Zenos répondit qu'il avait vu Alfred sur la photo et qu'il était difficile de croire qu'il ait survécu à l'accident, donc sa disparition demeurerait un secret bien gardé. Baker le prévint qu'il pourrait bien se venger sur lui la prochaine fois, après qu'il ait ruiné son plan de vengeance minutieusement élaboré. Zenos pensa qu'il voulait éviter les ennuis, mais si Alfred réapparaissait, il lui enverrait une facture salée pour tout le chaos qu'il avait provoqué. Après son départ, Cress confessa qu'elle était jalouse que Zenos se soit donné la peine de venir jusqu'ici pour lui rendre visite personnellement. Il lui dit qu'il l'avait probablement fait pour Eumen car elle travaillait dans son laboratoire et était la fille de sa sœur, ce qui rendrait la situation très délicate pour elle de l'accuser de meurtre. Zenos pourrait donc vouloir prouver son innocence pour elle, pour son honneur. Puis il se rappela le moment où Zenos lui avait dit qu'il ramasserait toutes les pièces, et il réalisa qu'il avait sauvé absolument tout le monde, y compris Eumen et Goldrin, qu'il aurait très bien pu laisser mourir, ce qui faisait de lui une personne véritablement exceptionnelle. Il fut surpris lorsque Cress lui dit que cela signifiait que lui-même était l'une de ses pièces, car il voulait le sauver et le disculper de toutes ses accusations. Pendant ce temps, Alfred observait Zenos de loin et sentait qu'ils continueraient à s'opposer à lui et à se mettre mutuellement des bâtons dans les roues. Il pensa qu'il profiterait de l'expérience de Baker et recueillerait des informations encore plus utiles si Zenos ne s'interposait pas. Il s'avéra en fait que le corps d'Alfred avait été possédé et utilisé comme une sorte de réceptacle pour un démon maléfique. Le lendemain, Zenos se prépara à partir, retournant à sa clinique abandonnée en compagnie de Lily, et fit ses adieux à Eumen et Cress. Eumen exprima son mécontentement face à son manque d'appréciation, car toutes les victimes de l'empoisonnement étaient à peine semi-conscientes, et n'avaient absolument aucune idée de ce qui s'était réellement passé. Il désigna l'enveloppe qu'il tenait dans sa main, et lui dit que c'était là une récompense amplement suffisante pour tous ses efforts. Il monta ensuite dans la calèche et jeta un dernier regard d'adieu à l'hôpital royal. Quelques heures plus tard, il retourna à sa clinique et fut chaleureusement accueilli par tous. Il reprit son travail habituel, aidant et soignant tout le monde en toute discrétion et dans le plus grand secret.